Bienvenue dans Faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle, c'est votre talk show interactif sur tous les sujets qui vous concernent. 2 heures de direct présentées par Mylène et Luc, c'est Faut qu'on en parle. Et ça commence maintenant. Eh bien, bienvenue à toutes et à tous dans votre émission Faut qu'on en parle, votre émission de débat en direct. La crise Covid a déjà bouleversé nos vies, l'été 2021 est arrivé, le pass sanitaire l'a encore plus chamboulé, clairement. 2 groupes de Français se sont un peu formés et dressés les uns contre les autres, les pro-pass et vaccins face aux anti. Des questions sur les valeurs de la République que sont l'égalité et la liberté se sont donc posées, avec des théories divergentes. Certaines personnes prêtes à tout pour retrouver une liberté comme avant n'ont pas hésité à obtenir ce fameux pass et d'autres n'en veulent toujours pas. Avec le pass, la question du vaccin se pose. Accompagné de nos invités, nous allons donc tenter de vous éclairer sur ce point. Faut qu'on en parle, c'est votre émission. Vous pouvez interagir avec nous pendant le direct sur les réseaux sociaux avec le hashtag FQEP et même au-delà sur notre répondeur non surtaxé, le 07 839 839 75 qui lui est ouvert 24 heures sur 24. Et pour ne pas changer la co-animation de ce débat, bien sûr, je suis accompagné de la ravissante Mylène. Bonsoir à tous. Faut qu'on en parle, le sommaire. Le 9 août, l'extension du pass sanitaire est arrivée dans le quotidien des Français. Nos habitudes ont été bouleversées. À partir de cette date, pour entrer dans un restaurant, aller au sport, se rendre dans un établissement médical, il faut présenter un certificat de vaccination complet, un test négatif de moins de 72 heures ou un certificat de rétablissement. De nombreuses manifestations ont eu lieu. Certains dénoncent le manque de liberté. Alors avec ce pass, sommes-nous tous encore libres aujourd'hui de nos choix ? Comment est composé un vaccin ? En quoi permet-il de lutter contre l'épidémie et comment nous protège-t-il ? Quelle différence y a-t-il entre l'ARN messager et le vaccin traditionnel ? Le 15 septembre, l'obligation vaccinale a été appliquée à tous les soignants. Ceux qui ont lutté pendant de longs mois avec peu de moyens ne peuvent plus travailler aujourd'hui sans être vaccinés. Qu'en pensent réellement nos médecins ? Faut qu'on en parle, donne la parole. Pass sanitaire, tous égaux encore libres ? C'est tout de suite dans votre talk show, Faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle, les invités. Et on commence ce débat avec le docteur Claude Duranceau qui est praticien hospitalier au sein du SAMU et des urgences de l'hôpital à Sainte-Mus à Toulon. Bonsoir. Bonsoir à tous. Nous avons Vanessa Feuillassier qui est responsable de l'association Réaction 19 des Alpes-Maritimes. Bonsoir à tous. On a aussi Vanessa Martinet qui est psychologue clinicienne à Mandelieu. Bonsoir. Julien Dupoué qui est biologiste et associé chez Labo Sud Provence. Bonsoir. Bonsoir. Valérie Bernard qui est agent administratif au CH de la Ciotat. Bonsoir. Et enfin on a Guillaume, salarié à l'année dans un bar de plage à Cannes. Bonsoir. Bonsoir. Faut qu'on en parle, première partie. Voilà maintenant quelques années que le coronavirus est entré dans nos vies. Nous allons maintenant voir comment peut-on éradiquer cette épidémie et comment est composé un vaccin. Faut qu'on en parle, les chiffres. Luc, peux-tu nous donner un bilan du coronavirus ? Oui, bien sûr. Le premier cas de Covid apparaît le 16 novembre 2019 à Wuhan avant de se propager dans le monde. Le 11 mars 2020, l'épidémie de Covid-19 est déclarée pandémie par l'OMS. Aujourd'hui, le 29 octobre 2021, très précisément, dans le monde, le Covid a touché 219 456 675 personnes, c'est très précis, et tué 4 547 782 personnes. Concernant la France, 6 968 918 personnes ont été contaminées et 115 243 en sont décédées. Et tu as des chiffres sur le vaccin ? Oui, à ce jour, 2 milliards 985 millions, donc près de 3 milliards de personnes sont entièrement vaccinées dans le monde, soit 38,4% de la population mondiale. En France, c'est 45 millions de personnes vaccinées complètement, soit 68,3% de la population française. Palo, les Émirats Arabes Unis, Malte et le Portugal sont des pays dont la population est vraiment le plus vaccinée. Faut qu'on en parle, les réactions des auditeurs. Le thème du Covid anime toujours notre quotidien. Ce sujet vous a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag FQEP et sur notre répondeur le 07 839 839 75. Tout de suite vos réactions. Salim de Tours, hâte d'écouter votre émission et en comprendre plus sur le vaccin. Je suis effectivement vacciné pour pouvoir continuer à vivre, mais intrigué par l'ARNM. Hermione de Biarritz, j'ai des doutes sur ce vaccin. J'espère que vos invités trouveront les mots justes pour me rassurer et peut-être réussir à franchir le pas. Et tout d'abord, pour ouvrir ce débat, nous allons donc le commencer en se demandant comment on peut arriver à une pandémie mondiale. Qu'est-ce qui a fait que le virus devient de plus en plus fort et touche autant de personnes ? Claude, par exemple. Je sais pas. C'est dur, hein. Non, si, je sais. En fait, c'est
une pandémie, elle devient mondiale quand les humains voyagent. On a commencé avec les pandémies au début du XXe siècle. La première, c'était l'épidémie de grippe dite espagnole, parce qu'en fait, c'était les Espagnols qui les avaient décrites. Cette grippe-là est partie des États-Unis et étonnamment, elle s'est répandue dans le monde en 1918. Je ne sais pas si vous avez un petit souvenir, mais en 1914, il y a eu un grand rassemblement d'humains en France. Il y en est venu de toute la Terre pour se battre. Et donc ces gens se sont côtoyés les uns avec les autres. Il y en avait beaucoup qui étaient dans le même camp. Ils n'étaient pas tous du même pays. Et puis quelques-uns étaient du camp d'en face. Tous les gens qui étaient du camp des Alliés, vous les avez reconnus. Après, ils sont rentrés chez eux. Après s'être bien côtoyés dans les tranchées. Et donc, ils ont pu essaimer la grippe qu'ils avaient attrapée dans les tranchées, dans leurs pays respectifs. Et c'est comme ça qu'est venue la première pandémie, on va dire, moderne. Alors, elle a quand même mis 4 ou 5 ans à se développer comme ça et à faire parler d'elle. La pandémie de coronavirus, elle a mis beaucoup moins de temps parce que les gens voyagent beaucoup plus vite. Et du coup, les contacts interhumains sont très favorisés dans le monde dans lequel on vit. Donc du coup, la pandémie a été très très rapide. Oui, ça a été 6 mois à peu près pour se propager, ou peut-être un peu moins même. Non, ça a été quelques mois. Quelques mois depuis les premiers cas, mais on dit que le premier cas était en février ou quelque chose comme ça, ou à Wuhan. Il est probable qu'il y avait des cas déjà en décembre, en novembre, l'année d'avant. Comme c'était une maladie qui n'était pas très connue, les gens l'ont pas cherché. Quand on cherche pas, on trouve pas. Donc, on l'a classé dans les grippes, dans ces trucs-là. Et finalement, c'est passé comme ça. Et c'est la répétition des cas qui a fait tiquer les instances gouvernementales chinoises. Et on a cherché, et finalement on a trouvé, un peu comme quand on a trouvé le sida. Le sida, on l'a trouvé à San Francisco à la fin des années 70, parce que les pharmaciens se sont demandé pourquoi tout d'un coup, dans ces quartiers de San Francisco, il y avait une consommation effrénée d'antibiotiques qui n'était pas classique. On a cherché, on a fini par trouver. On a fait pareil pour le coronavirus. Et comme on a des moyens pour trouver qui sont bien plus musclés qu'avant, du coup on trouve beaucoup plus vite et c'est comme ça que la pandémie est partie. Aujourd'hui, de nombreux États ont misé sur la vaccination. Est-ce qu'il y a un autre moyen de sortir de la maladie ? Oui. Être en bonne santé. Non mais enfin, ça a l'air idiot comme ça. Je crois que nos anti-vax, on est d'accord. Non mais ça a l'air idiot comme ça, mais... je vais faire pareil, le parallèle avec le sida. On comprenait pas à l'époque de l'épidémie, là, dans les années 80, comment ça se fait qu'il y avait des gens qui avaient le sida et qui étaient pas malades, enfin qui portaient le virus et qui étaient pas malades du tout, alors que la plupart des gens qui attrapaient le sida dans les années jusque dans les années 2000, c'était la condamnation à mort et tout le monde mourait, les grosses majorités des gens mouraient. Et puis d'autres non. Et on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui sont en meilleure santé, qui ont une meilleure hygiène, qui ont une meilleure réponse à l'agression virale ou bactérienne. Et ceux-là, ils sont pas malades. Alors après, comment il faut faire pour être en meilleure santé, on pourra en discuter quand vous voulez. Mais ils ont des tuyaux, je pense, ceux qui ne sont pas vaccinés. On va voir. Sûrement, ouais. Du coup... il y a effectivement d'autres moyens, mais c'est des moyens qui sont difficilement acceptables par la masse, enfin la grande majorité de la population, parce que c'est très contraignant. Du coup, se faire vacciner, c'est beaucoup plus simple, une injection, mais c'est fait quoi. On a une question de Marilyn qui nous demande: le Covid peut-il s'affaiblir à force de muter ? Non, je pense pas. C'est tout l'inverse, non ? Non plus, enfin, c'est pas le Covid qui est fort ou faible, c'est nous qui sommes faibles par rapport au Covid. Ouais. Le Covid, enfin le virus lui-même, enfin il demande rien à personne, il vit,
il Il est. vit pas d'ailleurs, on en avait parlé, Claude, vous étiez venu en février 2020 sur une émission sur les virus, on avait dit que les Moi, je veux dire, virus, il est c'était- là, et puis bon, Il attend, quoi. il s'en fout des humains, il s'en Mhm. fout des pangolins, son rôle, c'est d'être là et c'est tout, quoi. Mais au fur et à mesure que le virus mute, on a bien vu un affaiblissement des variants. Le variant Delta était plus infime, plus petit, donc plus facile à attraper, mais avait comment dire, des effets qui n'étaient pas aussi forts, par exemple, que le variant anglais. Je suis pas sûr, en fait. Parce que le virus, déjà, c'est pas très gros. Les variants, en fait, c'est des mutations dans le génome des virus. Ça arrive tout le temps. Enfin, depuis que le monde est monde, il y a des variants. De même, nous, on est des variants des premiers hommes. C'est la loi de l'évolution. la nature, c'est l'évolution. Mhm. Après, c'est sûr que dès qu'il y a un variant qui apparaît, si on avait pris des dispositions pour lutter contre l'ancien, bah, ces dispositions deviennent caduques parce que c'est un variant, il n'a plus les mêmes défenses et il n'a plus les mêmes réponses. Mais après, le variant lui-même, il n'est pas là pour être plus méchant ou plus gentil que l'autre. Hein. C'est exactement le parallèle qu'on fait par exemple pour la grippe, les infections grippales. Chaque année, on doit se refaire vacciner parce que les souches sont pas toujours les mêmes et on élabore un vaccin avec les 3 souches principales qu'on pense prévenir dans l'année qui arrive. Pour le Covid, c'est la même chose. Effectivement, il y a eu des variations, des mutations qui font qu'on a des nouveaux variants. On en a identifié certains parce qu'ils étaient importants, des fois avec plus de taux de contamination. Le R0, là, le fameux R0 dont tout le monde a parlé de taux de reproduction. Donc voilà, peut-être qu'un variant peut être plus contaminant, plus pathogène ou pas. C'est compliqué quand même à dire. Et je pense pas que ça s'essoufflera à force de mutations. C'est pas ce système-là qui fait que d'un coup le Covid va disparaître parce que trop de mutations, c'est pas du tout corrélé. On peut pas miser sur ça du coup. Il y a quand même une sélection naturelle et les variants résistants, on va dire, enfin, qui arrivent à rester en vie, restent, et il y a sûrement des variants qui meurent parce qu'ils Sans sont doute, pas viables. Bien c'est ça sûr, comme dans toutes les infections, comme dans tous les virus, les bactéries, c'est ce système-là qui perdure de mutations génétiques continuelles, Aléatoire. et continuelles. Aléatoire, après, il y a une pression aussi de sélection. Si on fait le parallèle avec les bactéries et les antibiotiques, les bactéries, à force d'être soumises à un antibiotique, vont du coup développer des mutations pour contrer ce système. C'est pour ça que sur la vaccination là, du Covid, les efforts ont été faits pour que le vaccin puisse cibler des zones qui ne seront non mutées, non concernées par les mutations, de manière à être efficace sur les prochains variants qui pourraient nous sortir. Eh oui, Voilà. parce que la version du vaccin actuel, elle est basée sur la version de la première du Covid, c'est ça? La première version du Covid. Première forme. La version de chaque vaccin, je suis pas du tout expert sur les différents vaccins Pfizer et compagnie, mais l'élaboration du vaccin est faite sur des particules communes, des zones qui sont le moins variables, donc le moins sujettes à mutation, justement pour que le vaccin soit le plus efficace constamment. D'accord, c'est pour ça qu'ils font des tests a priori pour voir si c'est efficace sur le variant Delta, puisque le variant Delta n'existait pas au moment où ils ont développé la formule il y a 1 an et demi, c'est ça? À peu près. Tout à fait, ouais. Justement, comment notre corps réagit à un vaccin? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur pour qu'on développe l'immunité ou pas? Claude? Notre corps, c'est relativement binaire. Hein. On lui injecte un produit qui reconnaît comme étant étranger. La première chose qu'il fait quand il y a quelque chose qui rentre dans notre corps et qui est étranger, c'est qu'il veut que ça sorte. Soit il peut le faire sortir, c'est relativement simple quand c'est un abcès de la peau par exemple, il se débrouille pour évacuer le truc qui est sous la peau et puis que ça soit plus dans l'organisme. Quand c'est quelque chose qui rentre dans l'organisme et qui inonde l'organisme, il voit bien qu'il va pas pouvoir le faire sortir, donc il va falloir qu'il le neutralise à l'intérieur de l'organisme. Donc il va fabriquer des produits, que ce soit des anticorps, il va spécialiser certaines cellules qui vont attaquer l'étranger en question dans l'organisme et faire en sorte que cet étranger ne provoque pas de maladie ou de dysfonctionnement de l'organisme. Mais tous les vaccins font pareil. Oui, Vanessa. Mais alors du coup, pour s'exprimer suite à un vaccin, parce qu'il y en a qui vont pas avoir
d'effet suite au vaccin. On pourra dire que peut-être ça a marché ou pas. Mais d'autres vont avoir des symptômes, voire des gros effets secondaires. Et en parlant de ça, moi, j'aimerais savoir comment on peut juger qu'un vaccin puisse être efficace si on voit qu'un corps à la base sain va se vacciner. Enfin, si tant est, on peut appeler ça un vaccin, mais on va se vacciner et avoir des effets comme des myocardites, des AVC. On a vu une flopée quand même d'effets secondaires graves ressortir. Comment on peut du coup appeler ça un vaccin et demander surtout à se faire injecter de ce médicament dans le but de sortir justement d'un virus, une contagiosité, et qu'au final, on n'était pas concerné à la base. Ouais. Dans Alors, les cas, puisqu'on comprends a bien. parlé longtemps de comorbidité, de pathologie grave, dans ces cas-là, quoi. Alors en fait, il y a deux choses qu'il faut bien comprendre. Une campagne de vaccination, elle n'est pas destinée aux individus. Elle est destinée à la population. C'est difficile à comprendre parce qu'en fait, on est tous quand on prend un médicament, c'est pour se soigner soi-même, pas pour soigner son voisin. Or, une campagne de vaccination n'a d'intérêt, quand je parle de campagne nationale ou internationale, n'a d'intérêt que pour protéger la globalité de la population. Et les États, tous les États qui ont mis en place les vaccinations, les traitements de masse, il n'y a pas forcément que des vaccinations, tous les États l'ont fait uniquement pour protéger le plus grand nombre. Ouais, ça veut dire qu'il y a forcément, entre guillemets, de la casse. Quand on protège c'est le ça plus grand nombre, il y a un petit nombre qui va partir à la trappe. Mais enfin, si je suis votre raisonnement, ce que j'entends bien, pour la grippe, qui avait finalement les mêmes terrains de personnes à risque, donc personnes âgées, forte comorbidité, pathologie haute. Voilà, on ne vaccine que les gens qui ont, enfin une catégorie de gens. On ne demande pas, par exemple pour la grippe, de vacciner toute une population. Alors c'est vrai, parce que la grippe, on a bien cerné, on la connaît depuis longtemps. On a cerné la population dans laquelle elle se développe bien. Et là, pour le coup, on n'est pas dans une dynamique de pandémie qui risque d'affaiblir la population complète et la société en général. Donc du coup, on se dit, bon, la grippe, il y a que les vieux et ceux qui sont pleins de comorbidités qui en meurent. On va transiger, ça va coûter moins cher et on ne va vacciner que ceux qui risquent. Enfin, moi, la grippe, je crains rien. Hein. Je suis quand même obligé de me vacciner. Hein. Parce que vous travaillez dans un milieu hospitalier. Voilà. Sur ce sujet, en fait, c'est la notion de balance bénéfice-risque d'un médicament et d'un vaccin, c'est la même chose. Et effectivement, c'est super important ce que vous dites. On raisonne sur la population et pas sur l'individu. On connaît tous, effectivement, un ami, un copain, un voisin qui a fait tel ou tel effet indésirable. Mais on peut pas s'arrêter à ça sur une décision, sur la gestion d'une épidémie nationale, une pandémie mondiale. Du coup sur cet aspect. Après pour la grippe par exemple, effectivement c'est saisonnier, donc déjà c'est plus simple à gérer et ça va certes, on sait que ça cible une population qui est fragile avec des comorbidités, ça n'empêche que les personnels soignants sont incités fortement à être, alors c'est pas une obligation, mais à être vaccinés pour la grippe, ce qu'on est tous en période hivernale. Une obligation, mais quand même. Hein. C'est pas une obligation en tout cas. Une incitation forte pour la grippe, c'est ça ? C'est plus une incitation, voilà aussi. Oui, mais c'est pas une obligation, on en parlera en dernière partie. C'est pas une obligation, mais effectivement, dans nos laboratoires, dans les services cliniques, le personnel va se vacciner, pas pour ne pas attraper une grippe avec des risques d'en décéder, non, pour ne pas être contaminant, contagieux et le donner à des personnes fragiles. Donc c'est vraiment ce raisonnement-là, il existe depuis des années, hein, la grippe c'est pas nouveau, et donc on l'applique au Covid avec la même logique. C'est la vaccination altruiste, un peu comme on l'a appelé. Typiquement mais ça. dans vaccination, il y a forcément le mot altruiste, enfin, c'est une population, donc il n'y a même pas à rajouter cet adjectif, c'est inclus dedans. Mais le problème, non. Quelque part, non. Puisqu'il a parlé de grippe. Alors certes, chaque année, comme vous disiez, elle évolue, on se vaccine. Il n'y a qu'une partie de la population qui est vaccinée. Là, vous parlez donc de vacciner tout le monde. Or, on parle quand même d'une injection médicamenteuse qui est toujours en phase 3. Et on a pris l'altruisme sur la
totalité de la Je population. pense pas qu'on ait pris que l'altruisme, on a pris une balance bénéfice-risque. Les 115 000 décès qu'on nous a annoncés en introduction, c'est pas que ma grand-mère de 80 ans ou mon grand-père ou tout ça. Il y a des jeunes, il y a eu des cas sévères, il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas forcément que impacté une population qu'avec des comorbidités. Mais c'est peu de cas, on est d'accord. C'est une infinité de cas. J'ai absolument pas les chiffres pour vous dire que c'est une infinité quelle part, mais en tout cas, c'est des cas qui existent et qui ont été dans l'équation globale pour dire à la fin, effectivement, la balance bénéfice-risque, elle est plutôt en faveur d'une vaccination de la population pour essayer d'enrayer cette épidémie. Alors, je suis d'accord, mais la première fonction d'un vaccin, c'est bien de protéger du virus. C'est la première, c'est écrit comme ça dans les textes médicaux. Ouais. C'est la base du vaccin, c'est de protéger d'un virus. Ce que je ne comprends pas, c'est que si la population qui était le plus à risque a été vaccinée, voire d'ailleurs pas toute, d'ailleurs c'est le problème qui se pose puisque nos gouvernants, c'est justement ça qu'ils pointent du doigt, que finalement les gens les plus concernés n'ont pas été en totalité vaccinés. Pas à 100%, effectivement. Mais il y en a qui n'ont pas reçu apparemment la première dose, donc c'est dire. Mais si justement... ces personnes vaccinées étaient protégées. Pourquoi demander ce fameux altruisme des autres pour ne pas rendre transmissible aux autres? D'autant plus qu'on a vu que les personnes qui étaient vaccinées pouvaient être et porteurs et transmetteurs. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Je veux dire, les premiers concernés qu'ils se vaccinent, c'est un choix qui peut être compréhensible. Mais à côté de ça, vacciner tout le monde dans une balance bénéfice-risque, comme vous disiez tout à l'heure, qui du coup penche plus d'un côté, c'est-à-dire dans les risques. Non. Elle va apporter quoi ? Non, ça c'est vous qui. Elle va apporter quoi ? C'est vous qui analysez que ça penche plus d'un risque. Après, quand c'est pas des personnes concernées à la base, forcément. Si on se remet au début de l'épidémie, après elle a évolué, on a tous évolué et les recommandations ont été compliquées à suivre parce qu'elles changeaient souvent, effectivement. Mais au début, on avait un problème d'engorgement du milieu hospitalier pour traiter les autres pathologies réelles. Ouais. On en parlera peut-être par la suite. Justement, ça pourrait parler. Mais voilà, il y avait une place aussi à cette action-là pour essayer de trouver une solution à cette problématique. On n'a plus du tout suivi les traitements de cancer, de diabète, de autres. On a tout oublié pendant X mois parce qu'avec la Covid, tout était déprogrammé et ça a un impact sur les autres. Donc, il faut pas penser que effectivement le vaccin empêche les décès Covid. D'accord, il y a ça, il y a tout le reste autour sur la santé qui ça a généré d'autres décès. Il y a justement, Claude, que je voudrais dire, c'est un faux ami de comparer le Covid avec la grippe. C'est vrai que le virus, c'est pas très différent d'un virus. Ça reste un corona. Voilà. Par contre, la pandémie, il vaut mieux la comparer à la pandémie de variole. La variole, qui a été éradiquée en 79, éradiquée de la surface mondiale. Il n'y a plus un cas de variole naturelle depuis 79. Pourquoi ? Parce que tout le monde, alors tout le monde, c'est pas tout le monde, il y a plus de 80% de la population mondiale qui s'est fait vacciner contre la variole. Alors on s'en souvient pas, moi je m'en souviens pas bien, 79 j'étais pas grand, j'avais 12 ans. Mais c'est pour ça qu'on a arrêté de vacciner contre la variole, il y avait plus de cas de variole. Donc, et la variole, c'était pas le coronavirus, c'était quand vous avez chopé la variole, c'était pas pareil, on n'avait aucun traitement, ça mettait si ça vous tuait pas, ça vous mettait des séquelles lourdes et on n'avait pas de traitement. Donc du coup, on a dit mais comment on fait pour évacuer ce truc ? On a dit on va essayer un vaccin. Et c'est comme ça qu'on a réussi à éradiquer la variole. Maintenant, la variole, ça parle plus à personne. Enfin, à part en Afrique, les gens qui font des thèses sur des trucs comme ça, ou en Russie, ceux qui bossent dans des laboratoires militaires. Mais voilà, la variole, ça pose plus de problème. Non, mais ça pose plus de problème de santé publique, parce qu'on a éradiqué la variole. Si je peux intervenir, c'est parce que le vaccin a fonctionné comme un vaccin. Tout à fait. Alors que dans le Covid, il ne fonctionne pas comme un vaccin, puisqu'il n'empêche pas d'être émetteur et transmetteur. Ça n'est pas donc pas un vaccin. Pas totalement, il n'empêche pas à 100%. Mais le vaccin de la variole non plus. Le vaccin de la variole non plus est exactement dans ce cas. En fait, quand on parle de vaccination, il faut se situer au niveau de la population. On sait de toute façon qu'il n'y a pas 100% des gens qui se feront vacciner. C'est de l'ordre de pour avoir une couverture vaccinale, c'est-à-dire pour arriver à son but ultime, c'est-à-dire éradiquer la maladie, parce que finalement c'est ça qui nous intéresse. Il faut avoir une couverture en fonction des maladies. Il faut avoir une couverture vaccinale qui soit aux alentours de
plus de 80%. Oui, c'est d'ailleurs l'objectif du gouvernement. Voilà. Donc vous me dites, mais il y en a 20% quand même qui ne sont pas vaccinés quand même. On en est à 68,3 aujourd'hui. Voilà. Entièrement. Mais on sait qu'à 80% de vaccination, il y a plus il y a une circulation de virus qui est tellement faible que l'épidémie s'arrête par défaut de combattants. Alors, pardon, mais dans le cas de la variole peut-être, mais dans le cas du Covid, parce que, le Covid, l'équivalent de l'ARS aux États-Unis, c'est la CDC, et ils ont pointé du doigt cette semaine que ça n'a rien à voir avec le CDC, c'est pas ça, c'est un centre d'études épidémiologiques des maladies. D'accord, mais ils ont déclaré cette semaine quand même que les vaccinés transmettaient tout autant, voire plus, que les non-vaccinés. Le Royaume-Uni, le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne, elle a vu aussi. Oui, non, mais après, le Royaume-Uni et la Grande-Bretagne. Je suis tout à fait d'accord avec vous. La grosse différence entre le Covid et toutes les autres, c'est que le Covid, il est tout nouveau. Ouais, voilà, donc et qu'on a 2 ans de recul. Oui, il est tout nouveau, mais sur 10 vaccins depuis fin 2020, on se rend compte qu'on est quand même émetteur-transmetteur. Donc, ça n'est pas un vaccin. Ça ne marche pas. Après, on peut dans sa globalité, sa fonction. Ce qui est sûr, c'est que ça diminue le nombre de gens à l'hôpital. Enfin, voilà. Alors justement, Claude, puisqu'on a dit 115 200 et quelques décès, donc Claude, vous avez vu un petit peu les coulisses, ce qui se passe vraiment à l'hôpital. Quel type de population est arrivé ? On a dit que ça touchait toutes les catégories. Est-ce qu'il y a eu des jeunes, des vieux ? Alors ça se touche effectivement toutes les catégories. Ouais. Ça fait mourir effectivement plus les fragiles. On est d'accord ? Oui, pas spécialement les personnes âgées, les personnes fragiles. Et les gens en bonne santé. Les fragiles, c'est quand même ceux qui sont âgés quand même, globalement. On est quand même dans un pays industrialisé. Et maintenant, les gens fragiles... Alors après, vous avez quelques fragiles qui sont des gens qui ont des comorbidités, style des diabètes, des gens qui ont des traitements immunosuppresseurs et tout ça. Mais le gros de la population fragile, c'est quand même les personnes âgées. Après, effectivement, on a vu arriver à l'hôpital toute une catégorie de gens plus ou moins gravement malades. Et puis on a regardé, qu'est-ce que c'est, pourquoi ils sont malades eux et pas le voisin qui est pareil, machin. Ça fait que 2 ans qu'on regarde le truc et ça fait que 2 ans qu'on regarde ça en disant ok, les patients âgés, c'est sûr que ça y va, ça débite, hein. Et ça meurt sans qu'on ait de possibilité pour les améliorer facilement. Les patients plus jeunes, ça devient très très grave. On sait les soignants en réanimation parce que ils tolèrent la réanimation. Ce qui différencie avec les patients âgés, c'est qu'ils tolèrent pas la réanimation, les patients âgés. C'est-à-dire que vous les mettez sous respirateur artificiel dans le coma artificiel. Au bout de quelques jours, ils finissent par se surinfecter d'une autre bactérie qui traîne par là. Et puis vous n'arrivez pas à en sortir. Et après, vous n'arrivez plus du tout à arrêter les ventilateurs. Et donc, vous faites on sait faire en France, dans les pays industrialisés, maintenir les gens en vie ou en survie, je ne sais pas comment on appelle ça, avec un respirateur, en réanimation, on peut le faire pendant très très longtemps. Vincent Lambert peut en parler. Enfin, il peut plus. On a beaucoup de réactions. On se retrouve dans quelques secondes. Faut qu'on en parle, c'est votre émission radio. Mais pas que. Retrouvez tous les jours toutes nos actualités sur notre site internet www.fautquonenparle.fr. Ne loupez aucune info grâce à nos journalistes hors pair. www.fautquonenparle.fr, c'est votre site sur l'actu. Nous avons une réaction de Tom, par exemple, mais c'est une question que vous avez été nombreux à nous poser. Comment les vaccins contre la Covid-19 ont-ils pu être élaborés si rapidement quand on voit qu'il faut plus de 20 ans, par exemple, pour trouver celui contre le sida ? Effectivement, Claude, en février 2020, quand vous étiez venu pour parler des virus au sens large, il n'y avait que quelques cas en France et on avait dit que les vaccins, ça allait être très compliqué. Nous avions reçu d'ailleurs Jean-Michel Clavory pendant cette émission, qui n'a pas pu venir ce soir, malheureusement. Et vous avez dit que les vaccins, ça va être très, très compliqué et très, très long. Et au final, en fin d'année, un vaccin est sorti. Parce qu'on est vachement plus rapide. On a beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de moyens. Et de la même façon que maintenant, on a la 5G, la 6G, la 7G, la 8G bientôt. On a des... En fait, c'est les ordinateurs qui travaillent pour nous. Avant, on en avait quand même beaucoup moins. Enfin, avant, c'était des gens avec des bouliers, qui écrivaient sur des papiers, etc. C'est pour ça que ça allait super lentement. Puis avant, c'était des gens qui avaient des arcs et des flèches. Et puis voilà. Donc plus ça va, plus on va vite. Il y a eu beaucoup d'argent qui a été investi. Et il y a eu énormément d'argent qui ont été investis pour ça. Donc forcément, quand vous voyez
ce que fait un iPhone maintenant par rapport à un ordinateur d'il y a 5 ans, vous dites, mais comment ça se fait qu'un iPhone, il fait tant de trucs? Et il est plus petit en plus. Donc ça, c'est l'industrialisation et la marche du monde qui fait que ça va beaucoup plus vite. Après, ce qui est certain, c'est que le virus, lui, il va tout à la même vitesse, par contre, lui. Donc, il tue les gens à la même vitesse. Donc, on a une industrie pharmaceutique qui marche très bien, qui sait faire des choses beaucoup mieux que ce qu'elle savait le faire avant, qui a beaucoup plus de moyens financiers. En plus, il y a énormément de gens qui étaient malades, donc du coup, il y avoir des études qui se sont faites sur un grand nombre de cas. Les données des transmissions sont instantanées, c'est-à-dire que dès qu'il y a un malade dans le monde, tout le monde est au courant. Avant, il fallait envoyer un courrier, ça prenait du temps, etc. Maintenant, c'est quasi instantané. Donc, c'est ce qui explique toutes que ces raisons ça a font été que plus vite le vaccin a été plus rapide à faire. De la même façon que maintenant, pour faire une voiture, il faut moins d'1 heure, je crois. Alors moi, je suis pas tout à fait d'accord. Ouais. Je suis consciente que la technologie a évolué et qu'effectivement, on peut se permettre beaucoup plus de choses qu'il y a 10 ans en arrière. C'est effectivement l'exemple des iPhones est propice. On voit qu'ils évoluent tout le temps. Ceci dit, je pense qu'ils n'auraient pas été si rapidement distribués s'ils n'avaient pas bénéficié d'une AMM conditionnelle. C'est-à-dire qu'il n'a pas été jusqu'au bout de son élaboration, phase 1, 2, 3, 4, comme les autres vaccins qui peuvent prendre entre 5 et 10 ans. Donc, c'est fait pour ça, la AMM conditionnelle. C'est justement avant. Voilà, mais c'est ce qui explique, je pense, surtout le fait qu'il soit sorti très vite. Oui, ça enlève, pour ça revenir enlève à rien ce que de... disait Claude tout à l'heure, on a une question d'Axel qui dit pourquoi mettre autant de moyens sur le Covid alors que le cancer tue encore plus de gens et qu'on n'a pas encore de traitement? Alors le cancer, non. La cigarette, oui, par contre. Mais l'infarctus, oui. Mais pourquoi? Parce que en fait, le Covid déstabilise la société. C'est juste pour ça. Alors justement, ça déstabilise la société. Mais pourquoi? Et ouais, mais justement, on va se tourner un peu vers Vanessa, l'autre Vanessa. L'aspect psychologique de tout ça, ça déstabilise la société, ce Covid. Dans quel sens? Qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens? Il se passe que depuis le début, il y a un climat vraiment d'insécurité et flou pour les gens. Donc, ils n'arrivent plus à se repérer, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des discours paradoxaux, il y a des indications, des contre-indications. Un coup, on porte le masque, c'est utile. Un coup, c'est plus utile. Finalement, c'est utile. Et du coup, il y a vraiment... Et d'ailleurs, on le sent dans les échanges qu'il y a pu avoir là juste au début par rapport au positionnement, à la terminologie utilisée. Vaccination altruiste, ça pose question quand même. L'altruisme renvoie au fait de prendre soin de l'autre et de ne pas être égoïste, par opposition. Sauf que si, donc du coup, je ne fais pas preuve d'altruisme, j'ai la punition en face. Donc ça interroge quand même pas mal sur le plan psychologique. C'est-à-dire que les gens, finalement, est-ce qu'ils sont vraiment en toute capacité d'être libres de penser à tout ça, quoi? Non, je pense pas. Et oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sous couvert de la sécurité collective et médicale, on enlève la sécurité intérieure. C'est-à-dire, on enlève aux gens la possibilité à un moment donné de se dire, voilà, moi, comment je peux me rassurer par rapport à tout ça? Quelles sont les informations? Je vais peut-être aller les chercher, je vais peut-être essayer de me renseigner, etc. Et en fait, non. Enfin, une partie, oui, mais une autre partie va finalement céder à ce climat d'angoisse, aller vers finalement les recommandations étatiques. Je me fais vacciner, finalement je sais pas trop pourquoi, est-ce que c'est fiable, est-ce que c'est pas fiable, tout ça, ça m'intéresse pas, je vais obéir parce que je vais sauver mon voisin qui a 80 ans, je vais sauver ma grand-mère, je vais sauver, etc. Et de l'autre côté, il y a aussi le fait de se dire, mais moi finalement, je suis altruiste, je veux bien sauver tout le monde, mais j'ai besoin de mettre du sens dans ce que je vais faire. Donc, pour mettre du sens, il faut que je comprenne ce qu'on me dit. Logique. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit qu'un coup, voilà, ça va suffire, me faire vacciner, ça va sauver tout le monde. Finalement, je vois que dans mon entourage, parce que c'est ça, la réalité, des gens qui étaient en bonne santé se vaccinent et ont des symptômes, quand même, il y en a. Pas tous, mais il y en a une partie. D'autres qui, finalement, sont malades gravement, d'autres décèdent. Les gens sont totalement perdus. À l'heure actuelle, même au niveau des directives, décret, pas décret, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, de pas faire? Est-ce qu'on doit mettre là le masque ou pas dans la rue? Si oui,
Où, quelle rue, quel quartier. Ici, on a la chance d'avoir la plage. Est-ce que on doit le mettre sur la plage, plus le mettre sur la plage? Donc c'est un discours on totalement. On parlait du masque tout à l'heure. Oui, c'est ça. Vraiment, c'est le flou total, qui aujourd'hui peut tenir un discours assuré de A à Z. Les gens sont perdus, quoi. Mais totalement. Mais il y a de quoi l'être. Et alors en plus, il n'y a pas les mêmes directives en fonction des pays. Tout à fait. C'est-à-dire que les Italiens font comme ça, les Russes font autrement, les Français font. Comment on peut se ça peut repérer être clair. comme ça. C'est faut reconnaître. Ouais. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe psychologiquement parlant? C'est qu'on a une recrudescence de symptômes anxio-dépressifs, forcément, puisque là, les gens n'ont plus de repères, ne peuvent plus se rassurer eux-mêmes. Donc forcément, il y a un effondrement de la confiance en soi et de la confiance d'ailleurs extérieure. Et du coup, il y a ça. Il y a l'histoire des confinements aussi. Lors de la préparation de l'émission, on en avait parlé. Il y a des gens qui sont. En fait, on peut constater sur le plan clinique qu'il y a des manifestations assimilées qu'on peut assimiler à des états de stress post-traumatique. C'est-à-dire qu'il y a des gens, encore à l'heure actuelle, donc là on est en bientôt novembre 2021, qui sont traumatisés du premier confinement. C'est-à-dire qu'ils sont terrorisés 1 an et demi après à l'idée qu'à un moment donné, du jour au lendemain, on peut leur dire reconfinement. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été confrontés à l'isolement social. Le seul lien social qu'ils avaient, c'était peut-être le travail. Et tout d'un coup, poum, ils se sont pris ce qu'on appelle un peu un effet boomerang. Tiens, finalement, je suis seule chez moi, j'ai le droit de sortir qu'1 heure par jour, mais je n'ai plus aucun contact, ou virtuel. On sait très bien que sur le plan humain, le virtuel n'est pas du tout aussi bénéfique que bien sûr la réalité, contact réel. Et du coup, effectivement, là, c'est très très dur psychologiquement. Donc ça aussi, on en parle très peu. C'est un peu ça inquiétant. Va laisser des traces, ça. Oui, et sur du très long terme. Ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a eu énormément aussi de cas de suicide, de recrudescence de cas de suicide, et que c'est complètement tu. Voilà, où on l'évoque très rapidement. Vraiment. Voilà. Alors au-delà de ça, là c'est les cas les plus extrêmes où les gens arrivent malheureusement à se donner la mort. Mais voilà, il va y avoir des troubles du comportement. Il y a des troubles aussi obsessionnels compulsifs qui sont développés. C'est-à-dire que vous voyez les TOC dont on parle, vous pouvez le constater en observant autour de vous. Les gens rentrent dans un magasin, ils peuvent pas s'empêcher de rentrer dans le magasin sans se mettre 2-3 fois du gel hydroalcoolique. Pour se rassurer et se donner le sentiment qu'ils vont être totalement protégés par rapport à l'environnement hostile. Et du coup, voilà, on retrouve ces troubles obsessionnels compulsifs où on va avoir ce besoin de se mettre du gel 1 fois, 2 fois, 3 fois avant d'être relativement serein pour rentrer, quoi. Pour revenir sur le vaccin, on a Sacha qui pose une question. Qui est responsable en cas de problème après le vaccin ? Peut-on attaquer le labo si on a des effets indésirables après le vaccin ? Quel recours avons-nous ? Claude ou Julien ? C'est une bonne question. Alors, ça, mais... S'il y a des problèmes après le vaccin, c'est le médecin qui vous a vacciné. Ah oui, responsable. Légalement, c'est ça ? Bah ouais. De même que si vous avez un problème après un traitement, c'est le médecin qui a prescrit le traitement. Après, ça c'est vers qui on se retourne quand on a un problème. Quand vous vous noyez dans la mer, est-ce que vous vous retournez contre la mer ? Non, parce qu'on sait qu'on peut pas l'attaquer. Voilà. Donc on a une société maintenant qui veut forcément trouver une réponse. C'est lié aux assurances. Parce que les assurances, vous êtes assuré pour ça. Donc, en échange de votre peine, vous allez avoir ou de la peine que vous avez causée à quelqu'un, vous allez recevoir de l'argent. Ce qui est assez récent d'ailleurs dans le fonctionnement des humains. Ça date d'une 50aine d'années. Mais maintenant, c'est comme ça. Donc, s'il y a un problème par rapport au vaccin, le premier concerné, ça va être le médecin qui a dit « Ok, on fait le vaccin ». Le labo, il a mis un produit à disposition. S'il a fait n'importe quoi dans sa chaîne de fabrication et s'il n'a pas suivi les règles qui sont dictées par l'État dans lequel il est, par le pays dans lequel il est, lui il va être embêté. Mais s'il a suivi les règles, il sera pas embêté. Donc c'est un confort, je sais pas comment on dit. Il s'est conforté aux règles ou pas. Le médecin, il s'est conforté aux règles ou pas. Et c'est comme ça que souvent, les gens attaquent le médecin, la SNCF, je ne sais quoi. Et à la fin, ça dit, non, il y a non-lieu, parce que tout le monde s'est conforté aux règles.
Donc vous êtes mort, enfin votre maman est morte, machin, mais il n'y a pas de responsable. En fait, pour parler, vous parliez des produits en disant il s'est conforté aux règles. Les produits ont justement assez imposé leurs règles à l'Europe, notamment, en disant surtout s'il se passe quoi que ce soit, vous ne nous attaquerez pas. Il y a une clause de non-attaque, exactement. Et deuxièmement, oui, effectivement, celui qui injecte. Donc le médecin est responsable. Non, c'est pas lui qui injecte, mais c'est lui qui dit qu'il faut injecter. Mais voilà, il est responsable. Qui prescrit l'injection en fait. Exactement. Et contrairement à votre exemple, effectivement, moi aussi, si je vais nager et que je me noie, je vais pas porter plainte et je pense pas que ceux qui m'accompagnent porteront plainte contre la mer ou même la mairie. Ils vont porter plainte contre la municipalité. Oui, il y a un moment donné, il y a assez de logique. En revanche, moi, la mer ne m'a rien promis. En revanche, un médecin, il vous doit de pouvoir prendre un consentement libre et éclairé. Tout à fait. Or, c'est là que vient sa responsabilité. Parce qu'il est obligé de la donner et vous de pouvoir dire « Ok, en connaissance de cause, maintenant j'accepte de me faire injecter. » Or, c'est pas... mais c'est comme ça que ça se passe dans les centres de vaccination. C'est ce qui s'est passé, ils ont donné des papiers dans tous les centres. Exactement, mais c'est ce qui risque de se passer, car la plupart de ces papiers qui ont été signés par les gens, on n'a pas pu avoir un réel consentement libre et éclairé pour la première chose déjà la plus importante, c'est qu'aucun n'était capable de dire ce que contenait l'injection en elle-même. Le consentement éclairé, c'est en l'état actuel des connaissances, le médecin, lors de l'entretien, vous décrit effectivement ses connaissances, qui connaît, est-ce que vous êtes d'accord pour avoir cette vaccination ? Et comme on n'a pas assez de recul, les médecins pouvaient rien dire de spécial. Il donnait l'état des connaissances, l'état de l'art actuel. Le vaccin, il n'est pas sorti comme ça pour rien. Vous avez parlé vous-même d'AMM conditionnel. Donc, il y a une autorisation de mise sur le marché. On suit un système, on suit un règlement. Il y a des cadres qui ont été mis. Après, peut-être que ces cadres, on verra a posteriori. C'est toujours plus facile a posteriori de se dire « Ah, c'était pas comme ça ». Le problème, c'est pas ça. C'est que le médecin, il y est dans le médecin a un devoir de s'informer sur les traitements en cours, sur les différentes dispositions. Ça fait partie de sa fonction. Il a le devoir de s'informer. Or, quand on participe, que ce soit en centre de vaccination ou en cabinet propre, quand on participe justement à dispenser ce type d'injection et qu'on attend de la personne qui va se faire injecter un consentement libre et éclairé, on se doit d'avoir été chercher l'information, peut-être même ailleurs que dans son propre pays. Or, non, il y a des réglementations nationales à respecter. Les réglementations, oui, mais les Chinois, les Italiens en France. Il y a un problème de conscience pour une même injection d'un même laboratoire, que ce soit en Angleterre ou ailleurs. On peut avoir des informations. Vous n'allez pas voir comment le paracétamol il est délivré en Italie ou c'est pas du tout ce que je dis, parce que le paracétamol restera le paracétamol qu'il soit en Italie ou ailleurs, et on connaît déjà les problématiques du paracétamol ou les bienfaits. Mais là, on parle de quelque chose dont on ne connaît pas. Et la seule chose qu'on pouvait commencer à connaître, et notamment, je vais parler de quelque chose d'assez important qui est sorti et qui n'a pas arrêté ne serait-ce que momentanément la vaccination, ne serait-ce que pour que les médecins puissent s'en informer et faire état de cause. C'est-à-dire, maintenant, je connais ce qui se passe, il y a ça dedans. Est-ce que je peux toujours m'engager à dire à la personne en fin de mois, si, vous pouvez vous vacciner parce que, regardez, ça va faire ça. Non. Il y a un rapport, une analyse spectrométrique qui est sortie du Dr Young qui définit ce qu'il y a dans les 4 vaccins. Et quand on voit ce qu'il y a dans les 4 vaccins, c'est juste alarmant. Et je ne pense pas que, même avec un minimum de conscience, quiconque puisse dire « Oui, allez-y, c'est sans risque ». Ou les risques sont mesurés. Je pense qu'aucun médecin a dit que c'était sans risque. Ça me semble pas... La question à se poser, c'est est-ce que chaque personne qui a été injectée a pu recevoir ces informations de la part du médecin, en fait ? C'est que depuis qu'ils existent, c'est ça, la question. Est-ce qu'ils l'ont vraiment reçu ? Alors, moi, je peux parler d'un médecin que je connais très bien, parce que je couche avec elle tous les soirs. C'est une femme, à la vaccination. Avant d'aller vacciner, systématiquement, elle regarde s'il y a des nouveaux trucs qui sont sortis, mais c'est bien. etc. C'est bien. Alors, je connais qu'elle. Enfin, je connais bien qu'elle. Mais vous connaissez la bonne. Visiblement. Mais ce que je veux dire, c'est que les informations, elles sont disponibles sur Internet. C'est pour ça que ça circule très très vite. Donc des informations, il y en a plein. Et justement, elle n'est pas super persuadée que le vaccin soit super bon, ma femme. Mais elle le fait quand même parce que elle a pris la balance bénéfice-risque et elle dit finalement la balance bénéfice-risque elle est plutôt en faveur du bénéfice que du risque.
Mais ça veut dire qu'il y a un risque quand même, hein. Mais dans les substances, et je ne vais pas toutes les dire parce qu'il y en a beaucoup, mais dans les substances qui donc sont relevées par cette analyse dont je parlais, cette analyse spectrométrique, on a quand même des nanoparticules, certes, des métaux, certes, on a du graphène, on a du Trypanosoma cruzi, c'est quand même pas rien comme parasite. Il y a des retours qui font des méfaits quand même assez conséquents. Et dans tous les cas, je pense qu'on ne connaît pas sur le long terme ce que vont générer ces substances-là à l'intérieur du vaccin. Moi-même, je suis pas médecin, je peux vous assurer que j'ai été chercher chaque composé qui était marqué pour essayer de voir ce que c'était, parce que j'ai pas la science infuse là-dessus et je suis pas du monde médical. Mais c'est quand même inquiétant et ça n'a pas été énuméré pour la plupart. Et j'ai d'ailleurs des témoignages de gens qui ont été faire le vaccin, parce qu'on en a de plus en plus qui nous rejoignent. Donc c'est pas forcément que des anti-vax. Mais vous voyez, ils se demandent maintenant qu'est-ce qu'ils ont à l'intérieur de leur corps et quelle va être la répercussion. C'est-à-dire, au premier abord, OK, on leur dit ça va te permettre peut-être de ne pas avoir le Covid de forme grave ou autre. OK, on a compris, admettons l'avantage. Mais dans les risques et les inconvénients, est-ce que on doit s'inquiéter de ce qui se passe immédiatement, à une semaine, à un mois, dans 1 an, 2 ans, 3 ans? On ne le sait pas, on n'a pas de retour là-dessus. Sur ça, ce que va avoir comme effet les composants. Sur les effets, il y a juste rapidement, dans l'organisation en France en tout cas, il y a des centres régionaux de pharmacovigilance et c'est comme ça que ça marche pour tous les médicaments et les vaccins aussi. Vous avez des effets indésirables qui sont déclarés par les patients aux médecins, qui vont les remonter au niveau régional à ces centres donc de pharmacovigilance. C'est les effets indésirables. Si vous déclarez rien, effectivement, il n'y a rien qui ressorttir. Mais après, toutes ces analyses-là, elles vont pour alimenter le dossier et c'est comme ça qu'il y a des retours. Je l'entends très bien, je comprends bien. Juste sur ce que vous dites, je pense que j'ai 2 enfants, ils ont eu les 11 vaccins obligatoires. Quand le médecin je suis dans le monde médical, quand il m'a fait ce consentement éclairé, voilà, la rougeole, c'est pour ça. Je lui ai pas posé toutes les questions, je sais absolument pas tous les excipients, tout ce qu'il y a dans le vaccin pour le ROF. Mais on ne parle pas de la même chose. C'est-à-dire que là, on parle de vaccins qui existaient de façon traditionnelle. Oui, mais toujours est-il que je ne sais absolument pas ce qu'il y a dedans. Peut-être, mais donc monsieur, après, effectivement, il y a une confiance à avoir avant. Non, mais je vous en prie. C'est bien. Non, mais peut-être. Non, mais c'est l'habitude de vous voyez. Voilà. Mais là, c'est des vaccins traditionnels et on parle d'élaboration finie. Il y a une confiance avec son médecin traitant aussi qui est élaboré. Et toutes les informations dont vous parlez, nous au laboratoire, on a vu des vagues d'experts, de patients experts. Alors on en avait un petit peu, mais qui connaissaient leur pathologie, leur diabète. Je peux vous couper 5 secondes. Experts du Covid avec, oui, mais j'ai vu sur tel article, tel BFM, tel truc. C'est compliqué les informations. Ok, l'information, elle est très large aujourd'hui et il faut faire du tri. Mais à aucun moment dans le consentement éclairé, le médecin a dit que c'était en essai. Alors que la condition... C'est pas en essai, il est en AMM. Il est en AMM, il est en essai. Il est en phase 3. Oui, phase 3, ça a été délivré et mis sur le marché. Donc, il est en essai. Non, c'est pas un essai clinique. L'essai clinique n'est pas fini. Oui, l'essai clinique, il n'est pas fini. Pour tous les médicaments, l'essai clinique n'est jamais fini. C'est jamais terminé. Les phases 4 sont oui, interminables. non, mais là, c'est une AMM conditionnelle. Oui, mais ça existe. Mais oui. On a le droit de le délivrer. Le chimiothérapie ou les trucs comme ça. Le problème, c'est que tout à l'heure, vous parliez de 11 vaccins. Ce que je conçois, il n'y a pas de souci. Et effectivement, non, on ne sait pas. On ne sait pas non plus poser les questions. Moi-même, j'ai fait des vaccins à mes enfants. C'était des vaccins traditionnels, je les avais moi-même reçus. Enfin voilà, on se pose pas de questions parce que c'était. Il y avait une notion de confiance, comme vous disiez. Oui. Mais le problème de la notion de confiance, c'est qu'aujourd'hui, elle s'est quand même relativement séparée du fait déjà de l'effet anxiogène dans lequel on a vécu, mais elle s'est séparée dans le fait qu'on parle non seulement de quelque chose qui est en phase 3, certes AMM conditionnel, je l'entends encore, mais en phase 3 avec une nouvelle méthode dont on ne connaît rien. Donc ça fait 2 choses qui rassurent. L'ARN messager, jusqu'à présent... Mais c'est absolument pas une nouvelle méthode dont on ne connaît rien. On n'a jamais eu de vaccin à l'heure actuelle avec ARN messager. Les experts et l'État, on en a eu eux-mêmes en 2020. Non, je suis absolument pas expert sur ça, mais la philosophie, le concept d'ARN messager, il est très très maîtrisé. Mais on peut comprendre que depuis 1963, quand vous avez votre médecin généraliste en face, qui vous dit, c'est pas mon cas, mais bien sûr j'ai beaucoup de 68 ou 63, qui vous dit qu'il y a même une confiance en le médecin parce que lui-même, finalement, il sait même pas en parler. Donc, comment vous voulez prendre une vraie décision sur quelque chose de nouveau qui est, encore une fois, pas comparable aux 11 vaccins traditionnels? Je vous rejoins largement là-dessus. Voilà. Mais effectivement, quand j'aurais eu un médecin traitant qui m'aurait dit
écoute, Julien, je le sens pas celui-là. Mais c'est ça, d'abord, le principe de précaution. Mais j'ai pas assez d'informations, je le maîtrise pas, je peux pas te renseigner. Ok, vous m'avez éclairé, je vais pas y aller. J'ai eu un médecin qui m'a dit, j'ai ces informations, moi, je veux bien te vacciner. Avec les informations que j'ai récoltées, avec le tri que chacun fait, c'est le problème du tri des informations, je pense vraiment avec les informations grand public, après chacun décide de manière éclairée à avoir ou pas cette injection. Mais l'entretien avec le médecin, vous l'avez avant votre injection. Mais vous imaginez bien que chaque médecin, ce que j'entends bien aussi, mais vous imaginez bien que chaque médecin n'a pas la même ni source d'information, ni même implication dans la recherche d'informations et de lecture, et ni même peut-être le discernement. Largement d'accord. Donc à un moment donné, chaque personne n'est pas à même d'avoir la même information. Oui. Pourtant, sur une même injection, à un même moment donné. Donc c'est assez conflictuel pour dire que l'autre a réussi à avoir des informations qui lui permettent de dire « Attention, moi, je veux le principe de précaution, je suis pas sûre, je peux pas vous dire, donc ça sera en votre âme et conscience, mais moi, je ne peux pas interférer là-dessus parce que je suis encore incertain », et qu'au même moment, vous avez quelqu'un qui vous dise « Non, mais si, vous pouvez », parce que lui n'a pas eu la totalité des infos. Et les conséquences sont graves, et encore une fois, ça peut se passer au même moment dans 2 endroits différents, avec des données complètement différentes. Là, vous parlez juste de 2 médecins qui ont 2 attitudes différentes. Oui, alors parce que l'information est importante. Alors, si je peux me permettre, moi, je vous parle d'un hôpital en Bretagne qui a donné de l'information aux gens. Tout à fait. C'est l'ARS qui lui a dit d'arrêter. Pourquoi ? C'est-à-dire C'était un centre de vaccination. C'était un hôpital. Il me semble que c'était un centre de vaccination. Il y a aussi le contexte qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire que se faire injecter auprès de son médecin de famille, mais se faire injecter dans un vaccinodrome... Plus impersonnel. Exactement. La notion de confiance, elle est quand même très différente. Ah oui. Et la notion de consentement éclairé est hyper altérée, quoi. Je pense que le consentement, il était probablement plus ou moins éclairé, mais clairement pas libre. On est d'accord ? Voilà, c'est ça. Et encore éclairé, on va dire. Même pas éclairé quand même. De manière assez relative. Avec toute la lumière qu'on peut avoir au moment où on éclaire. Au niveau de l'hôpital, des soignants qui ont été obligés de se vacciner, puisque on va en parler tout à l'heure. Sinon, ils avaient pas ils perdent leur traitement. Ils ont quand même marqué « Je suis obligé de me vacciner ». Qui, les soignants ? Les soignants qui sont allés se faire vacciner. Complètement, c'est pas libre du tout, on est d'accord. Oui, c'est évident. Débat passionnant. Il y a des gens, c'est pas pour leur santé, c'est pas pour la santé des autres, c'est simplement pour conserver leurs revenus et leur travail. Et voilà, qui fait tout. Je pense que vous êtes le premier dans cette affaire-là. Ouais. Et là, pour le coup, il y a des gens qui ils étaient obligés d'y aller, non pas parce qu'ils avaient envie de se faire vacciner, mais parce qu'il fallait qu'ils On va en parler en dernière partie. Ce qu'on va faire là, c'est que le débat est passionnant. On va rentrer un peu dans les coulisses des labos, justement, et ensuite on va passer au pass sanitaire avant de passer justement sur l'obligation vaccinale. On se retrouve dans quelques secondes. Réagissez 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 à toutes nos émissions sur notre répondeur non surtaxé, le 07 839 839 75 et sur les réseaux sociaux avec le hashtag FQEP. Julien, vous travaillez dans un laboratoire. Est-ce que votre laboratoire fait les vaccins ? Qui gère les stocks des vaccins dans les laboratoires ? Comment ça se passe ? Alors, au niveau du laboratoire où je travaille, donc sur Marseille, Labo Sud Provence Biologie, on n'a pas fait les vaccins nous-mêmes, même si les biologistes ont été autorisés à vacciner. Après, au niveau d'Innovi, il y a 25 filiales au niveau national, et la filiale, par exemple, de Labo Sud sur Montpellier a proposé les vaccins pour son personnel et pour les proches. L'idée, c'était vraiment de rendre accessible, en interne, exactement, pas ouvert au public. L'idée, c'était de rendre accessible et facile la vaccination à nos équipes d'une part et à leurs proches, à leurs familles. Ça a été très bien accueilli parce qu'il y a une bonne sensibilisation de nos biologistes médicaux qui ont fait beaucoup d'informations et d'explications. Donc là, on revient à ce qu'on disait, les informations, alors autant au moment où on les avait, mais de manière à faire un choix éclairé. Après, le choix, dans la profession médicale, il a été obligatoire, donc au 15 septembre. Donc c'est pas un choix. Donc c'est pas un choix. Donc choix obligatoire. Un choix. On en parlera en troisième partie d'émission. C'est important. Non, c'est un choix. On a 2 personnes qui sont suspendues. On le sait tous. Voilà, c'est un choix imposé, mais effectivement. Donc ça n'est pas un choix. Pas un choix. Mais voilà. Je fais exprès de dire tout ça. Un choix imposé. Mais donc voilà, il y a eu une adhésion en tout cas des équipes techniques et
les supports sur notre filiale de Montpellier, avec un taux de vaccination d'adhésion qui était supérieur à la moyenne vaccinale. Donc ça a été très très bien pris. Après, comment ils ont géré leur stock, tout ça, je ne sais absolument pas en local comment ils ont fait, mais il y a des filières simples, voilà. Donc vous, votre mission principale, on va dire, pendant le Covid, c'était les tests. Exactement. Pouvez-vous expliquer les différents tests, antigéniques, PCR ? Oui, bien sûr. C'est important effectivement qu'on sache de quoi on parle. Donc il y a deux grands tests au niveau du Covid, les tests pour détecter le virus et les tests sérologiques pour détecter les anticorps. Au niveau des tests qui nous intéressent sur le Covid, pour le virus, vous avez là encore deux tests. Le test de biologie moléculaire, donc le PCR, qui est un test de biologie moléculaire qui cherche le matériel génétique du Covid, et le test antigénique, qui est un test qui va chercher à capter un antigène, une protéine du virus. Donc ça a beaucoup fait débat. Le test le plus sensible, le plus efficace, ça va être le test donc de biologie moléculaire, parce qu'on va détecter des niveaux de concentration virale les plus basses possibles. C'est un prélèvement qui se fait, vous le savez tous, pour l'avoir fait peut-être plusieurs fois au cours de cette année, donc un prélèvement qui est nasopharyngé. Donc le nasopharynx, c'est assez loin, c'est un prélèvement qui est assez invasif, mais finalement qui se fait très bien, qu'on faisait pour la grippe ou d'autres virus grippaux respiratoires. On peut faire effectivement ce test dans la recherche salivaire, avec là encore des efficacités qui vont dépendre de la charge virale du virus. Donc le test de référence reste au niveau nasopharynx. Ça c'est pour le test de PCR. Le test antigénique, lui, le prélèvement est le même, donc c'est pour ça que ça a amené souvent peut-être un petit peu d'ambiguïté, de mauvaise compréhension sur les patients. C'est juste la technique de recherche qui va être différente et le délai notamment. En fait, pour faire de la biologie moléculaire, il y a beaucoup d'analyses. Il y a un temps d'analyse qui est incompressible de plusieurs heures. Et puis, il y a toute une logistique derrière, on en parlera par la suite, qui fait que le résultat, dans chaque laboratoire, dans n'importe quel laboratoire, vous allez l'avoir en moins de 24 heures. En gros, vous faites le test le matin, vous l'avez dans la soirée ou dans la journée, dans l'après-midi chez nous, en ce moment. Le test antigénique, c'est un test qui permet, comme un peu un test de grossesse en pharmacie, par une simple réaction sur une petite cassette, vous avez une bande rouge qui va se signaler, et donc en 20 minutes, vous avez un résultat. Donc effectivement, ce test, ça a paru miraculeux par ce délai, mais malheureusement, ça permet pas de détecter des quantités virales très basses, donc il est moins sensible, et c'était des notions qu'il fallait bien expliquer aux patients, au public, qui, à un moment donné, comprenaient plus vraiment grand-chose. Oui, parce que justement, on a eu beaucoup de réactions sur notre répondeur 07 839 75 ou sur les réseaux avec le hashtag FQEP sur la fiabilité des tests. Est-ce que vraiment un test comme ça en un quart d'heure, 20 minutes, est-ce qu'on lui apporte quel crédit on lui apporte en fait ? Alors on lui apporte un crédit. En fait, c'est comme tout examen en biologie, l'intérêt de mon travail, notamment, c'est l'interprétation biologique. Un résultat, il faut l'interpréter dans son contexte. Et comment on le fait ? Un test antigénique de pharmacie qui va être positif. Le test a trouvé le virus. Il va y avoir, donc c'est un vrai positif dans la majorité des cas, et après effectivement, il peut y avoir des notions de faux positifs, parce que le test est fait dans des mauvaises conditions. On a pu voir cet été ou cet hiver des tests faits un peu à la va-vite ou dans les restaurants, dans des conditions de température qui n'étaient pas maîtrisées. Et effectivement, le test... Ça indiquait des faux positifs. Exactement. Mais le risque, c'est plutôt vraiment les faux négatifs. Voilà. Par contre, les négatifs, à partir du moment où on est positif, il y a peu de faux positifs. On peut déjà commencer sa période d'éviction de plusieurs jours. Par contre, effectivement, quand le test est négatif, vu que la sensibilité du test n'était pas de 100%, il y avait beaucoup de faux négatifs. Le patient porte bien le virus, mais le test n'a pas réussi à le trouver. Et c'est là où c'est dangereux, parce que le patient se croit protégé et va faire toutes ses activités, laisser un peu tomber les gestes barrières. C'était un peu le danger aussi qu'on a vu, en disant c'est pas grave, j'ai eu un test négatif, je peux enlever le masque. Et c'est ça qui a dû participer forcément à la continuité de l'épidémie. Alors comment on peut expliquer qu'un test PCR sur une durée courte, par exemple en une semaine, on peut avoir un négatif, un positif, un négatif ? Après, effectivement, là on vient de faire le cas du test antigénique. Le test PCR, lui aussi, il a des prélèvements qui peuvent être négatifs alors qu'on est malade. C'est ce qui fait que ça n'a pas du tout simplifié. C'est pas blanc, c'est pas noir. Il y a à peu près 20%, des fois un peu plus, de faux négatifs sur ce test-là. D'une part, par le prélèvement. Alors, on a tous vu des prélèvements faits à la télévision au début de la narine ou un petit peu
totalement mal fait. Si le prélèvement il va pas chercher là où il y a le virus, c'est-à-dire au niveau du nasopharynx, donc tout au fond, on va enfoncer bien 7-8 cm d'écouvillon. Donc effectivement, on va pas le trouver et donc on va rendre un résultat négatif avec le patient est malade. Après, même quand on va dans le nasopharynx, le Covid, on a suivi avec lui un petit peu toutes les nouvelles données qu'on avait, et en fait on s'est rendu compte qu'il va se déplacer au fur et à mesure de l'infection, et on va le retrouver en nasopharynx. Après il va pouvoir descendre un petit peu plus dans les voies respiratoires un peu plus basses, donc nos tests quand on va le chercher en nasopharynx vont être rendus négatifs, puis après des fois il va pouvoir remonter un petit peu. On comprend pas vraiment tout, c'est pour ça que quand on a un test, il y a aucune certitude, il faut l'interpréter, et on a eu de nombreux patients qui sont venus effectivement depuis la pharmacie parce qu'on a eu un test positif, puis hier c'était négatif, etc. Toutes les histoires, on les a vécues, elles sont toutes souvent compliquées, et c'est à la fin souvent impossible de dire oui, c'est blanc ou oui, c'est noir. Et ça renvoie une fois de plus à cette notion de confiance. Exactement. Voilà. Mais les RT-PCR, il y a eu aussi un gros problème, un truc qui a été dénoncé, qu'on avait vu, qui était réel, lors des analyses, avec un certain nombre de cycles élevés qui créaient de faux positifs. Et pour avoir, pareil, des témoignages de certains qui m'envoient leur analyse, maintenant, il y en a certains où c'est même plus marqué. On n'a pas à le marquer. Avant, c'était marqué. Oui, mais ça a été une mauvaise idée. Forcément, je vais le dire, on a fait le choix de ne pas le faire à la Poste-Provence, évidemment. Mais en fait, les CT, c'est un cycle qui est utile sur notre technique de PCR, et qui, à partir d'un certain seuil, définit que le virus est en quantité satisfaisante dans le prélèvement, et on juge le résultat positif. Il y a une petite zone grise qui permet de dire que le résultat est faiblement positif, mais c'est tout. Mais en fait, notre rendu de résultat, il est positif ou négatif en fonction de ce CT, mais le CT n'est en aucun cas interprétable, parce que si vous allez dans le laboratoire voisin, si vous allez... on a la chance d'avoir l'IHU à Marseille, avec voilà, beaucoup de communications qui ont été faites de la part de leurs équipes, qui ont semé beaucoup de problèmes de confiance, effectivement. Ces CT-là, ils sont pas comparables d'un labo à l'autre, on peut rien en faire. Effectivement, on a vu du coup des patients qui sont devenus experts. Alors oui, j'ai une PCR avec un CT à 32, là à côté il a 37. Ce n'est pas interprétable. Là encore, voilà, on peut pas extrapoler des données de cette information. C'est pas dans les recommandations du ministère de la Santé. Jamais vous verrez définir les CT. On a des ABAC qui permettent de comparer les techniques. Donc ça peut être aléatoire, c'est-à-dire qu'il y en a certains qui peuvent être à hauteur de 30, d'autres à 60 et ainsi de suite. Les chiffres sont pas ceux-là, mais c'est pas aléatoire. Non, mais je veux dire, ça dépend de laboratoire. Il n'y a rien qui... Ça dépend du kit. Il n'y a rien qui a été paramétré par le gouvernement. Si, il y a eu une harmonisation. Il y a des recommandations. Voilà, il y a une harmonisation, effectivement, pour essayer justement de maîtriser ça. Mais vous avez, selon tel fournisseur, un réactif qui va vous dire, ben voilà, c'est positif à partir en dessous de 35. Un autre fournisseur, ça sera plutôt 34 ou 36. Les chiffres sont pas aussi délirants que ce que vous dites. L'amplitude, elle est toujours à peu près la même. C'est la même principe méthodologique. Mais effectivement, on peut très bien être négatif avec un CT à 35 et rendu positif avec un CT à 35 d'une autre technique. C'est deux techniques qui sont différentes. Donc c'est pas comparable. Mais c'est pas valable. Enfin, c'est valable pour toute la biologie. Enfin, tous les tests qu'on fait pour la recherche des marqueurs cardiaques, de tout ce qu'on veut. C'est pareil, c'est-à-dire que pour un laboratoire, c'est telle norme, pour l'autre, il a un chiffre 4 fois plus élevé, mais il n'est pas plus malade, c'est parce que juste la norme de l'autre laboratoire n'est pas la même. D'accord. Il faut comparer ce qui est comparable. Quelles sont les procédures du coup à suivre dans les cas positifs de votre côté? Qu'est-ce que vous faites quand un patient est déclaré positif, le laboratoire? Au niveau administratif. Au niveau du laboratoire administratif, en fait, il y a deux choses, il y a deux informations. On va informer le patient, bien sûr, donc un biologiste médical va lui passer un coup de fil pour l'informer de son résultat, qui va recevoir aussi par SMS ou par différents moyens, de manière à discuter avec lui de la prise en charge. Alors, au bout d'une année, là, je pense que chaque patient maintenant maîtrise assez bien finalement, et on retrouve pas du tout les patients qui étaient perdus au tout début et qui étaient vraiment demandeurs d'informations parce que voilà, effectivement, il y a différentes informations entre le médecin, le pharmacien d'officine et le biologiste. Donc il y avait une vraie aide là-dessus. Donc là, on leur indique la période d'isolement et de faire tester les cas contacts. Et après, on envoie ce résultat également informatiquement au niveau du ministère de la Santé. Donc c'est un organisme qui s'appelle le CIDEP,
Et le CIDEP, c'est lui qui est en charge ensuite, c'est la relation avec la sécurité sociale, qui va ensuite informer le patient pour lui donner tous les conseils dont on vient de parler sur l'isolement, sur les cas contacts et sur la déclaration à faire. Vous avez le devoir d'en informer le CIDEP ou c'est une demande ou comment Non, ça se passe c'est l'organisation. Ou une recommandation. C'est plus qu'une recommandation, c'est l'organisation qui est faite comme ça. Tous les laboratoires ont travaillé dès le début de l'épidémie avec le ministère de la Santé pour proposer cette organisation de remontée d'informations. Comme disait Claude, voilà, là, ça va très vite aujourd'hui. Toutes les informations, c'est le but, c'est d'avoir les dernières informations en temps réel pour pouvoir ensuite ajuster et mieux réagir et mieux prendre en charge. Donc là, toutes les informations remontent directement. Mais les patients les patients. Je sais pas si vous appelez ça des patients du coup quand ils viennent. Oui, si c'est des patients. Voilà. Patients. Les patients, bah oui, mais c'est pas d'autre nom. Qu'est-ce que je veux dire ? Les patients quand ils viennent, ils sont au courant de ça en amont ou ils ne le savent pas, ou ils sont contactés par SMS. Les patients, dans tous les cas, vont être contactés par SMS par le CIDEP. Mais en amont, ils le savent que vous allez transférer au CIDEP ou pas ? Alors, dans mon laboratoire, on leur dit la procédure, on leur explique effectivement comment ça va se passer, parce qu'ils sont demandeurs d'informations, donc on leur dit comment vous allez récupérer leurs résultats et qu'est-ce qui va se passer. Après, dans les autres laboratoires, je ne sais pas comment ça se passe, la communication. Sur les comptes rendus, c'est indiqué aussi, il y a tout un pavé administratif légal et réglementaire qui est indiqué, bien sûr. Alors, puisqu'on parle des tests, depuis quelques jours, on va dire, très peu de semaines, les tests sont devenus payants. Est-ce que maintenant, Julien, on voit une différence de fréquentation dans les centres ? Alors, c'est un petit peu tôt encore pour faire, je pense, un vrai bilan. On est à 10 jours, là. Ouais. Un peu plus. Il n'y a pas de réelle fréquentation. Après, les tests sont finalement devenus payants, mais pour une minorité, en fait. Les tests sont devenus quand même très accessibles. Ça se ressent pas sur les et ça se ressent pas énormément. Alors ça a été plutôt bien accepté par les patients qui doivent régler leurs tests parce qu'ils rentrent pas dans les critères définis par le ministère de la Santé. Mais globalement, vous êtes symptomatique, vous allez aller voir votre médecin, vous avez une ordonnance, c'est pris en charge. Vous êtes mineur, vous êtes cas contacté par la Sécu. Il y a quand même la majorité, on va dire, des cas qui sont encore pris en charge par l'assurance maladie. Voilà, les voyages, effectivement, avant c'était pris en charge si on a une ordonnance, même sans ordonnance, pardon. Là, effectivement, les patients acceptent de payer. Les voyages, mais le gouvernement a dit que pour ceux qui sont vaccinés, si on veut voyager, les tests sont gratuits. Bien sûr, voilà, exactement. Toujours. Et après, effectivement, il y a ce choix du gouvernement qui fait que un patient vacciné, on a l'impression que c'est le Graal absolu, effectivement, pour avoir un test. Lui, il paye pas. Il ne payera pas, mais comme chacun ici ne paye pas ses analyses médicales grâce à l'assurance maladie, de manière générale. On a une excellente prise en charge, mais voilà, les patients vaccinés, là encore, vont... C'est bien que vous évoquiez ça, parce que ça me plaît en fait. Je voulais justement essayer de voir à quel point votre raisonnement allait être poussé. Mais comme vous venez de dire, c'est l'assurance maladie qui prend en charge, c'est-à-dire vous, moi, n'importe qui autour de cette table qui contribueront à l'impôt. Tout à fait. Voilà. Donc pourquoi certains vaccinés peuvent prétendre à avoir quelque chose de remboursé, alors que les autres, non? J'ai absolument pas la réponse à cette question. Je trouve ça clairement injuste, mais vraiment injuste, parce que finalement, il y a deux peines. La première, elle est discriminatoire, et la deuxième, je paye pour les autres, alors que moi, j'y ai toujours pas le droit. C'est quand même... Au même titre que le vaccin est gratuit. Le gouvernement va dire, vous pouvez vous faire vacciner. Alors beaucoup ont dit ça, le vaccin est gratuit, génial, mais nous, on est en France, le vaccin est gratuit. Tout le monde le paye, le vaccin. Non, on le paye, le vaccin. Oui, bien sûr. Voilà, clairement, on le paye, le vaccin. Gratuit, voilà. Mais moi, j'ai vraiment entendu des gens vraiment se dire... ils sont trop bienveillants, ils sont trop gentils. Heureusement qu'on n'est pas à le payer, mais en fait, tu le payes déjà, quoi. Oui, mais là, vous remettez en question le système. Parce qu'on a un système de santé très protecteur en France. Parce que je trouve sur un autre débat, mais effectivement. Parce que je trouve franchement que, vous voyez, vous parliez justement, Luc, de fréquentation en moins, du fait que maintenant les tests soient payants. Le problème, c'est que le gouvernement lui-même vient de voir qu'effectivement, il y avait une très forte baisse. Moi, ce que j'ai peur, quand on se dit qu'on est en crise sanitaire et qu'on essaye d'éradiquer au maximum, c'est qu'il y a un énorme problème, et qui n'est pas né de la crise sanitaire, mais qui est un vrai problème social. Depuis des années, les gens ne vont pas forcément aux soins parce qu'ils n'ont pas les finances pour cela. Et on le voit dans l'achat de mutuelles, dans l'achat
même sans achat. Il y a des gens qui ne prennent pas tel médicament parce qu'ils ne sont pas pris en charge en totalité et qui essayent de faire avec des médecines douces ou autres pour compenser. Moi, je le vois. Et je le vois depuis des années parce que l'altruisme, je ne l'ai pas appris grâce au gouvernement, je l'ai appris depuis 20 ans. Et je le pratique depuis 20 ans. Et en fait, ce que je vois, c'est que des personnes qui auront un doute, sous prétexte de finances faibles, et on a eu maintenant ce chômage, ces gens suspendus, donc ça va être encore pire. Ces gens-là ne pourront pas aller voir s'ils le sont, s'ils sont contaminants, s'ils sont porteurs du virus ou pas. Et c'est un vrai problème, parce que pour un gouvernement, et là je parle sans ma casquette Réaction 19, on est d'accord. En tant que Vanessa... Là je parle en tant que moi-même, voilà. Je trouve que c'est très 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 contradictoire d'un gouvernement qui se dit vouloir avec bienveillance protéger tout le monde, mettre sans dite contrainte, puisque évidemment le but n'étant pas de vacciner ou de tomber la vaccination, si on les écoute, mais voilà, de mettre en contrainte les gens qui auront un doute sur leur état de santé au moindre symptôme répertoriés du Covid, et de se dire, en fait, maintenant, je peux pas aller me tester parce que, non, en fait, la fin du mois, la bouffe pour les gamins, tout ça, il faut que je rationne. Et clairement, le but, c'est de faire vacciner les gens. Hein. Mais ça a été, moi, c'était l'ironie. C'était l'ironie, mais ça a été très bien annoncé début août, il me semble, par le ministre des Transports, Djebari, qui a dit que la volonté, in fine, c'était d'aboutir à la vaccination et à la préservation de nos libertés, ça, on en reviendra parce que justement, on va, tout ça nous fait une très belle transition. On a parlé des tests et là, on fait notre transition tranquillement vers la seconde partie. On va attaquer tout de suite le pass sanitaire. On revient dans quelques secondes. Pour ne louper aucune information, aucune actualité, suivez la page Instagram de Faut qu'on en parle. Une story toutes les 2 heures pour vous informer encore plus. Et pour ne vraiment rien louper, c'est également sur le www.fautquonenparle.fr. Faut qu'on en parle, c'est votre média sur l'actu. Faut qu'on en parle, seconde partie. Lorsque vous avez vu le sommaire de l'émission en vidéo sur notre chaîne YouTube ou sur notre page Facebook, vous avez été très nombreux à réagir. Mais commençons tout de suite cette partie avec quelques chiffres. Faut qu'on en parle, les chiffres. Luc, combien d'antipasses défilent encore aujourd'hui dans les rues ? Écoute, après plus de 15 semaines de manifestations, plusieurs chiffres sont annoncés, on va dire, autour maintenant de peut-être des 40 000 en moyenne, défilés contre la mise en place de ce système. Au début, le 17 juillet 2021, ils étaient 114 000 à manifester dans 136 rassemblements comptés par les autorités. Faut qu'on en parle, les réactions des auditeurs. On va vous citer 2 réactions d'auditeurs. On a Arthur de Caen, on nous écoute là-bas. J'ai vraiment hâte d'avoir l'avis des 2 camps, c'est le cas de le dire. Le débat va être très intéressant. Hugo Delatte, pour le vaccin et contre le pass, à chacun sa liberté de se soigner. Et on va commencer cette partie en se demandant qu'est-ce que le pass sanitaire et dans quel but a-t-il été mis en place ? On va demander à Claude. Oui, Claude. Je suis mal placé pour en parler parce que je suis pas un spécialiste du droit de la santé. Votre avis sur le pass déjà, Claude, à la limite. Bien, pas bien. Enfin, là, ça va commencer à. Des arguments. Bien pour ceux qui sont pour, mal pour ceux qui sont contre. La question, c'est est-ce qu'il y a des gens qui sont pour le pass ? Je pense. Être vraiment pour, dire c'est bien, voilà. Si, je pense qu'il y en a parce c'est que difficile à trouver. Ce truc a été inventé pour une raison, c'est d'essayer de faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de malades et de moins en moins de déstabilisation de la société. Après, je suis pas sûr que le but ait été atteint, mais voilà. Après, surtout que fraîchement, il a été très récemment au Sénat cette nuit. Ils ont voté jusqu'au 28 février. Donc ça prouve bien qu'il n'y a pas grand monde qui est d'accord sur cette affaire-là. Est-ce que c'est une bonne chose ? Je sais pas, je pense qu'il y a que dans 10 ou 20 ans qu'on pourra dire c'était une bonne chose, ou alors non, c'était vraiment nul. Mais là maintenant, ça permet au gouvernement de contrôler un peu l'épidémie, les gens. Après, ça pose juste clairement question sur l'égalité et la liberté. Après, il y a vraiment des gens 100% pour, parce qu'on l'a vu, on a vu de nombreuses réactions, comme François de Dijon qui dit 100% pour le pass sanitaire, c'est le futur, ceux qui respectent les lois peuvent vivre librement, les autres n'ont qu'à la respecter s'ils veulent les mêmes droits. On a Fabienne de Paris qui disait le pass sanitaire c'est normal, on ne va pas contraindre les personnes qui se vaccinent pas. Qui se vaccinent par des confinements ou autre chose à cause des non-vaccinés. On a Théodore encore qui avait dit avec ce pass on est plus égaux, mais c'est normal, nous vacciner, on va pas payer pour les autres.
Donc oui, il y a des gens 100% pour le pass. Alors pour leur répondre, il faudrait peut-être que l'État soit lui-même cohérent dans la légalité et dans la cohérence. Vanessa, réaction 19. Alors moi, je vais en avoir plusieurs. Donc là, forcément, le camp anti... Plusieurs. Mais alors, déjà, si je peux, pardon, juste une parenthèse, on est dans l'illustration totale du système binaire. C'est pour ou contre. Ah ben, de toute façon, on a eu dans les réactions, dans les réactions de nos auditeurs. Intermédiaire, en fait. Ouais, c'est ce que je disais en intro. Voilà. Ça a vraiment clivé une partie des Français. Ah mais c'est un clivage social. Le pass sanitaire égale clivage social. Ouais. Et on le sent dans les réactions. Hein. On a eu des gens qui sont pro à fond pour le truc et des gens qui sont totalement opposés. C'est ça. Et les autres ne parlent pas parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui clairement s'en fichent. Et c'est pas forcément anti-vax ou pro-vax. C'est ça. Parce qu'il y a des gens vaccinés qui sont contre le pass. Tout à fait. Exactement. Ça, c'est ce que j'allais dire aussi. On peut être pro-vaccin, anti-pass, qu'on peut mettre l'inverse. Hein, voilà. Donc il est fondamental déjà, en introduction, je pense, de toujours rappeler qu'il faut se sortir de ces étiquettes, en fait. Tout le temps. C'est ça. Parce que les étiquettes font que les gens ne réfléchissent plus. Voilà, je suis pro-vax, je suis vacciné. Les gens ne réfléchissent plus, de toute façon. Moins. Est-ce qu'on donne les moyens de réfléchir aux gens? C'est qu'on prive. C'est-à-dire que voilà, on prive. Voilà, je parlais du climat hostile et anxiogène tout à l'heure. On est là-dessus. C'est qu'on prive les gens d'un raisonnement et d'une capacité de discernement. Quand il y a des injonctions contradictoires, paradoxales en permanence et des recommandations, comme je le disais tout à l'heure, pareil, paradoxales, comment peut-on se positionner par rapport à ça? Donc on met des étiquettes, comme ça on fait des clans, et puis finalement les clans vont s'affronter, quoi. Et qu'est-ce qui va être bénéfique au final? Parce que c'est quoi l'intérêt au final de ça? De combattre une épidémie ou une pandémie? Mais comment, en fait? Et à quoi ça sert? De toute façon, dans la pratique, ce pass est relativement absurde dans sa définition de mise en place, mais dans la réalité de sa dispense au quotidien. Ouais. La preuve... Ceux qui sont vaccinés ne sont pas assujettis au pass. Or, on l'a dit encore tout à l'heure, il y a des gens contaminés et contaminants. Donc, ils sont porteurs. Donc, pourquoi ces gens-là, quand moi, je fais par exemple un test qui me dit je suis négatif, ok, vous n'avez aucun risque vis-à-vis de moi, mais toi qui es vacciné, par exemple, tu me dis pas et peut-être que je vais l'attraper à cause de toi. Donc aujourd'hui, mon test est négatif, d'ailleurs valable 72 heures, mais qui me dit que dans 1 heure, je suis pas contaminée, justement à cause de toi, encore une fois. Donc, vous voyez, rien qu'en ça, c'est déjà de l'illogisme. Après, oui, c'est très, très, très grave, comme tu le disais justement, le clivage, parce qu'on en fait une discrimination. Faut pas oublier que ce pass, il y a quand même... On a beaucoup de gens qui se posaient des questions sur, par exemple, comme Sabrina de Melun, en région parisienne, où nous écoute là-bas en direct, le pass sanitaire, est-ce qu'il fera partie intégrante de nos vies pour le reste de notre existence? Il y a beaucoup de gens qui nous ont je pense que la première là-dessus. Mais complètement. Mais je pense que la première volonté du gouvernement, alors j'en fais pas partie, hein, bien évidemment, c'est que ma pensée. Hein, je pense que la première volonté du gouvernement, effectivement, c'est de vacciner. C'est d'arriver à ne serait-ce que ces 80% dont on parlait tout à l'heure. Alors, s'il y a plus, c'est encore mieux. C'est un moyen, ils veulent utiliser ça pour forcer les gens à se vacciner. Mais je pense que c'est une première marche de gravi. C'est vraiment... pas, 80% va s'arrêter. Mais je pense, j'y crois même pas. Je pense qu'il n'y a que lui qui peut y croire au gouvernement. Mais je pense ça coûte trop cher, en fait. Quand il fait des effets d'annonce, un coup, l'optique... Mais non, puisque même les médicaments, il prend le plus cher, il a commandé des plus chers au lieu de commander l'hydrochloroquine, là, je n'arrive pas à le dire. Ou l'ivermectine. Non, c'était l'ivermectine, je crois, en comparaison qu'ils avaient... Oui, mais on a les deux médicaments. Mais dans tous les cas. Donc pour Claude, clairement, le but c'est que ça va s'arrêter parce que ça coûte un bras et on n'a pas les moyens. Ça coûte un pognon de dingue, mince, faut le dire. Ah bah clairement, oui. Tout coûte un. Exactement. Oui, donc à un moment donné, employons les mots que le président comprend. Voilà. Donc c'est. Mais d'ailleurs, ils n'ont jamais dit le contraire. Hein. Personne n'a dit le contraire. Non, c'est juste pas le leur en fait. C'est ça le problème. C'est juste pas le leur. C'est que tout ce qu'on dépense aujourd'hui. Tout ce qu'on dépense aujourd'hui, faut pas croire que... Enfin, c'est une épée de Damoclès qu'on a sur nos têtes. Hein. Elles vont nous retomber à un moment donné. Pour l'instant, on ne voit pas de différence dans nos impôts. Faut pas oublier et avoir un peu de discernement que 2022, c'est l'année prochaine. Il y a des élections, il faut se faire tout petit, tout mignon. En France, c'était le thème de notre émission précédente. On avait parlé des patrons, des jeunes qui se lancent, etc. Qu'en France, grâce à tout ça et à l'argent qui a été donné énormément, en France, on n'a pas trop senti l'effet de fermeture de boîtes, etc. Donc là, on est un peu dans la même logique. En France, en attendant, l'argent a coulé à flot pour ça. Voilà. Pourtant, nous, sur la Côte d'Azur, on a quand même senti les fermetures de boîtes. On a vu les effets sur le tourisme, sur la restauration. Peut-être. Mais donc, pour en revenir à ce pass, il y a vraiment un effet discriminant. C'est incroyablement discriminant. Et surtout, il y a une violation du secret médical qui est fait avec ce pass. Et quand tout à l'heure, je parlais de première marche suite à la vaccination,
de dire est-ce qu'on va vivre toute notre vie avec un pass. Je pense que c'est une des volontés, puisque on parle déjà de QR code, qui est donc par rapport au CIDEP, c'est ce qu'on scanne, hein, tout son petit Covid vérif, je crois que ça s'appelle. Voilà, on scanne ce QR code. C'est une identité numérique qui maintenant. Qui est une première façon de voir l'acceptation de ce qui va être numérisé, sous prétexte de vivre avec son temps. Parce que, bien évidemment, c'est ce qu'on dit. Il faut vivre avec notre temps. De toute façon, tout le monde a un smartphone, tout le monde peut le faire. C'est faux. Moi, j'ai un smartphone et je n'ai même pas quelque chose pour télécharger ou générer un QR code parce que, simplement, je n'en veux pas. Mais ça c'est le principe de chacun. Chacun envoie midi à sa porte. En tout cas, celle-là, c'est la mienne. L'étape suivante, ça va être quoi ? C'est-à-dire que si on considère qu'on peut rendre visibles certaines informations par un tel et un tel, même s'il ne voit juste, admettons, mon nom, mon prénom négatif, ou mon nom, mon prénom positif. Mais je n'ai pas souvenir qu'il y a 4 ans en arrière, avant cette crise sanitaire, quand nous allions faire une analyse de sang simplement telle, je devais la montrer. Certes, on n'était pas dans une crise sanitaire, mais vous voyez, ça ne me venait même pas à l'idée de la montrer. Et pire, pour vous dire, pour parler un cas de moi-même, une fois, on m'a dit « Ah non, mais vous inquiétez pas, on vous donne la vôtre, ça a été transféré à votre médecin. » C'est dans ce sens-là, Vanessa, que vous pensez qu'effectivement, en tout cas Réaction 19 et même Vanessa en tant que telle, je pense, que ça viole le secret médical. Mais complètement. Mais en fait, il y a un raisonnement qui est un peu, excusez-moi le terme, mais débile. C'est-à-dire que si je veux vérifier, si je venais comme avec mon QR code, et c'est d'ailleurs comme ça qu'ils vérifient souvent dans les restaurants, par exemple, alors je scanne le QR code. Et à aucun moment, et ils ont raison, hein, quelque part ce serait illégal, mais à aucun moment, si on suit le principe vraiment de vérifier qu'on est bien la personne, on ne va consulter la carte d'identité. Or, moi demain, je viens avec le pass de ma... Il y avait débat au début, hein, et puis finalement les lois ont voté que finalement non. Mais parce que c'est illégal. La seule personne qui a le droit de consulter, de contrôler la pièce d'identité, c'est un OPJ. Donc forcément, mais en attendant, qu'est-ce qui me prouve si moi je viens avec un QR code négatif en vous disant c'est le mien, puisque vous vérifiez pas ma pièce d'identité, que c'est pas celui de ma voisine. Ah oui, là, c'est sûr que... Alors, en quoi ça protège d'une crise sanitaire ? Alors, au-delà de la violation du secret médical, il y a une violation aussi de l'intime. Complètement. Déjà, son état de santé ne regarde que soi-même, en fait, déjà de base. Mais il y a aussi cette violation de l'intimité, c'est-à-dire qu'il y a une banalisation de cette question. T'es vacciné, toi, ou pas ? Ah bah c'est la première question qu'on se posait tous pendant un temps. Psychologiquement, c'est un viol, c'est une intrusion. En plus, vraiment, on va dire, banalisé, c'est ça le pire, c'est de se dire, moi, à un moment donné, voilà, Monsieur X va demander à Monsieur Y si t'es vacciné comme ça. Mais est-ce que Monsieur Y va demander, mais t'as eu une MST toi, dans ta vie ou t'as quelque chose ? Et c'est devenu complètement banal. Voilà, t'es vacciné, t'es pas vacciné. Et du coup, on est catalogué directement. Et en parallèle de ça, c'est qu'on voit qu'il y a aussi on parlait tout à l'heure justement sur l'aspect gestion de la pandémie sur une échelle plus du tout individuelle, mais une échelle plutôt de la population. C'est qu'il y a justement une attaque en termes d'identité. D'identité. C'est-à-dire qu'on enlève l'intime des gens, donc on leur enlève leur identité, qui y sont en fait, pour laisser place à une identité numérique. Et là, psychologiquement parlant, c'est là où on va avoir des effets néfastes sur des années. C'est qui je suis, finalement. Qui suis-je ? Je suis un QR code. Je suis une personne vaccinée, je suis une personne pas vaccinée. Un peu comme on voyait dans des films de science-fiction. C'est ça, en fait. Tout simplement, c'est des films à la Bienvenue à Gattaca, par exemple. Exactement. Je pense à des films comme ça. C'est ça. La vie de notre médecin, tiens, Claude. Alors, en fait, il faut savoir une chose, c'est que le secret médical, il est dépendant du pays dans lequel on vit, et il a ce qu'on appelle les entorses au secret médical. Il y a plusieurs cas où le médecin doit ou peut, voilà, déroger au secret médical. Mais ça, c'est défini par la loi, et le secret médical, c'est une loi. C'est rien d'autre qu'une loi. Oui, non, mais je suis complètement d'accord. Mais il peut y avoir une loi qui dit que ça ne fait pas partie du secret médical. En fait, voilà. Et de même qu'on a dit un jour, on a édicté une loi disant, bah voilà, le médecin trahira pas le secret médical. Le voisin, par contre, peut le faire, hein. Mais le médecin, non. C'est comme ça. Donc on a défini qu'est-ce qu'on appelait secret médical, dans quel cas on pouvait on devait le garder et dans quel cas on ne devait pas le garder.
Et puis voilà, mais comme toutes les lois, ça évolue. Donc du coup, là, on a dit, tiens, on va faire un appendice à la loi. Et voilà, celui-là, ça va être un cas par exemple, il y a d'autres cas où on déroge au secret médical, mais c'est la loi, c'est comme ça. Donc, mais dans quel cas, moi j'aimerais bien savoir, parce que le secret médical, c'est l'article 1110-4 du Code de santé publique, et il dit bien de protéger, et c'est-à-dire que l'individu lui-même qui porte le secret a le droit de le garder. Par exemple, dans le cadre comment on appelle ça, d'atteinte sexuelle des enfants. Oui, d'accord, mais donc là, dans le contexte actuel, on voit bien donc qu'il est violé à tort, parce que là, on parle pas d'atteinte sexuelle aux enfants. De la même façon, c'est un cas où on dit, dans ce cas-là, vous aurez le droit d'en parler au juge. Oui, de la même façon que les violences conjugales. D'accord. Il y a des exceptions. Donc ça fait partie du cadre juridique qui dit, là, dans ce cas-là, tu peux dire. C'est même mieux, c'est des signalements qu'on donne. Après, c'est mieux. Je sais pas si c'est mieux. C'est pas moi qui non, mais je veux dire par là, on considère pas que c'est un viol du secret médical, puisque dans notre déontologie, voilà, exactement, dans notre éthique, on doit avoir un signalement à faire. Voilà, c'est ce qu'on a défini comme ce qui est bien. Mais il y a d'autres pays où ils disent non, pas du tout. En fait, dans ce cas-là, ça dépend des pays et ça dépend de ceux qui ont fait les lois finalement. Sur ce que vous dites, en fait, c'est ce qui est rattrapé, c'est de l'ordre de la mise en danger. C'est-à-dire que là, on ne considère pas que c'est une vraie violation, on considère qu'on fait un signalement pour non-assistance à personne en danger si jamais on ne fait rien alors qu'on a un doute. Oui, mais c'est pas très ancien. Non, je sais bien. Il y a eu, mais voilà, ça fait là, quelques on parle années, quand même d'un autre contexte. Le pass sanitaire, c'est vrai que là, c'est pour le coup la violation du secret médical. Après, soyons un peu polémiques, mais qu'est-ce que ça me fait, personnellement rien, mais posons la question, qu'est-ce que ça fait à quelqu'un de savoir que le serveur va savoir que je m'appelle Julien Dupoué et que je suis vacciné. Alors, quel est le réel... Alors là, on sait pas, les gens ne savent pas qu'ils sont vaccinés, c'est juste que c'est valide. Oui, après, on voit peut-être s'ils présentent un pass. Effectivement, il y en a certains, ils ont un pass sanitaire valide, mais ils ne sont pas vaccinés. On a justement une réaction de Naomi de Vitel qui dit: ce vaccin me fait peur, on n'a pas assez de recul, mais marre de plus pouvoir vivre normalement, le psychologique prend cher, ça donne envie de ne plus être honnête. Oui, Vanessa, par exemple, vous en pensez quoi? Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, le pass sanitaire, c'est comme on va dire, le pass qui va donner le droit à sa liberté. Comme le permis de conduire. Je l'ai dit en intro, certains ont le choix sous condition. de le faire pour être libre comme avant. Voilà. J'ai mon permis de conduire, j'ai le droit de conduire, j'ai mon pass sanitaire, j'ai le droit d'aller au restaurant. Là, mais donc du coup, c'est pas un choix sanitaire. Voilà, c'est ça. Ni altruiste. Non, ça peut être, je m'excuse, mais à part sécuritaire, pour être dans une société de contrôle, ce passe techniquement. Pour vous, il porte clairement atteinte à la liberté. Mais clairement, mais en fait, tant que votre liberté, elle est sous condition. Mais la liberté, elle est sous condition. Oui, mais la liberté, on l'a eu. On en jouit dès sa naissance. Le permis de conduire, moi, vous voyez, j'ai pas le permis. Donc, je me sens pas contrainte, comme vous, avec le permis à points ou pas, ou de passer quelque chose. Mais la liberté, on en jouit et on l'a dès son premier souffle. Si vous habitez dans un patelin où il n'y a pas de bus, il n'y a pas de truc, et qu'il vous faut... moi, j'habitais dans un petit village près de Nice où sans voiture, adolescent, à 18 ans, on ne faisait rien. Le corps est bien fait. Pas de liberté. Le corps est bien fait, je vous assure, on marche. Non, mais alors, il y a des cas où il y a des cas où la 30 km pour les... Je vous assure, après la marche à 4 pattes, on se lève, on marche. La liberté, elle dépend de... Effectivement, il faut que je passe mon permis. Ah mince, ça coûte tant et tout ça, c'est compliqué. Le parallèle, il est pas bête. Après, je suis largement d'accord avec vous, je vous rejoins sur le fait que l'application du pass sanitaire, il y a des dérives, il y a de la malhonnêteté. Et effectivement, il y a plein de façons de le contourner. Et son application, elle n'est pas juste. Elle n'est pas surtout sans l'intérêt, en fait. Est-ce que l'enjeu, Après, voilà, c'est une règle. Mais c'est un moment, elle va passer. Moi, je suis pas d'accord avec vous sur le fait que c'est une première marche pour après. Non, mais on sait pas de quoi. Quand même. C'est votre avis, c'est pas le mien. Je sais absolument pas de quoi demain est fait et comment on va utiliser ça. L'identité numérique, vous n'en avez jamais entendu parler? Je vous invite à regarder. D'ailleurs, j'invite chaque auditeur à regarder, s'il le peut, le programme prévu par Thales. Thales, ça s'écrit Thales. Je vous invite vraiment à essayer de le rechercher sur Internet et regarder quelle est l'ambition, et qui est déjà faite d'ailleurs, pour voir vraiment ce à quoi
on aspire pour nous et à notre Il y a place. peut-être cette société, il y en a d'autres récemment. Le patron de Facebook qui annonce des choses. Thales, c'est en France et le programme est fait pour la France. Oui, Regardez c'est 2030. indépendant de notre débat sur le pass sanitaire pour la Covid. Est-ce que voilà, il y a peu de raisons. À partir du moment où on a une couverture vaccinale suffisante et qu'on voit que les chiffres d'épidémie vont baisser, il n'y a pas de raison qu'on ait toujours à devoir se vacciner pour être vacciné ou se faire D'ailleurs, tester plus vacciné avant le la restaurant. Donc forcément, sur le plan des maladies infectieuses, c'est un atout, quelque chose pour combattre cette mais comme je vous le dis, ça ne combat pas puisqu'il n'y a pas de logique. Il n'y a aucune logique. Il ne peut pas combattre derrière. Il peut pas combattre. Moi, je suis là, je suis en bonne santé et il je va me convaincre. Des preuves, on en a plein. Mais il va convaincre. Je suis d'accord sur vous, sur les restos, tout ça. Il va convaincre dans le fait que oui, on nous force à nous vacciner par ce biais-là. Et quand on va arriver à ces pourcentages de vaccination, c'est scientifiquement l'argument le plus logique pour dire c'est comme ça qu'on va. D'accord, mais on nous dit. La preuve, ils voulaient le faire jusqu'au 31 juillet. À la base, c'était ça. Alors, mais comment ça se fait-il que des lois Comment ça se fait que des lois passent aussi facilement du coup sur le pass sanitaire? Mais là, on en est. Ça s'appelle démocratie. Non, c'est pas parce qu'on est en état d'urgence. C'est pas parce qu'on est en état d'urgence, c'est parce que ça les arrange bien de les faire paraître à 1h30, 2h30 ou 3h du matin, et que forcément il y a moins de monde. Mais on voit que les gens sont pas d'accord. L'Assemblée vote, l'Assemblée dit ok, on prolonge jusqu'au 31 juillet. Le Sénat dans la nuit, ils disent finalement c'est 28 février, mais là où il y a plus de 80% de vaccination, il y aura plus le pass. Là, ça va revenir à l'Assemblée, donc on sait même pas finalement comment ça va se terminer. Et ça peut être étudié. Et ça peut être, à la fin, ça peut être l'Assemblée qui a le dernier mot, visiblement. Mais ce que le Sénat souhaiterait imposer, c'était une prolongation jusqu'au 28 février, mais ne pas appliquer ce pass, j'ai regardé ça ce matin, dans les départements, dans les départements où le taux de vaccination dépasse les 80%. C'est-à-dire que si les 80% sont atteints dans un département, pas de pass. À partir du 15 novembre, du coup, logiquement. Tout à fait. Donc qu'est-ce qu'on fait? On attaque tous le Sénat pour discrimination? Non, mais pas le Sénat, c'est nous. Sur quoi est basé? Dans les positions, on a l'impression qu'effectivement, d'un côté, vous énorme. pensez peut-être que le pass va rester à vie, etc. Non, je pense qu'il va être évolutif. Moi, dans mon cas, c'est ce que je disais. Il va évoluer, il va vraiment devenir autre chose, mais c'est un premier pas, ce pass sanitaire. Une question pour les gens qui sont peut-être un peu plus côté vaccin, on va dire, que passe, peut-être Claude ou Julien. Moi, je suis contre le vaccin. Je pense qu'il est vacciné, Claude aussi, pour bosser. On va en parler bientôt dans la dernière partie. Juste pour dire que ce pass, pour vous, clairement, c'est 80% de vaccination, normalement, il doit disparaître. En gros, est-ce que si c'est le cas, si demain 90% de la population est vaccinée, est-ce que vous seriez prêt presque à descendre dans la rue pour gueuler, dire qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi le pass est encore là? Oui, clairement. Le pass en question, il est là pour contraindre les gens à se vacciner. Une fois qu'il y a une couverture suffisante, il faut être cohérent, c'est plus d'intérêt du pass. Là, vous pensez qu'il y aura plein de people en bas, dans les rues? Non, il n'y aura pas plus de people dans la rue, mais... Non, parce que la majorité des gens l'auront. Et en fait, il est rentré dans les mœurs psychologiquement aussi. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont comme moi, qui disent pourquoi j'irai dans la rue? Il y a beaucoup de gens qui s'en fichent maintenant, clairement, qui en parlent même plus du pass. Ils l'ont, ils s'en foutent. Ils le présentent. Mais clairement, ça me paraît déraisonnable de conserver un truc qui coûte un œil quand même, parce que ça génère des dépenses. Alors que le but est atteint. À chaque fois qu'on a atteint un but, on s'arrête de donc c'est seul l'avenir nous le dira, les mois et les mais mois bon, qui peut-être viennent. je me trompe. Ça dépend quel but est atteint. C'est ça. Le but actuel, le but affiché, c'est la vaccination. Si c'est un but sanitaire, ok. Si c'est un but financier, c'est tout autre. Alors là, pour l'instant, on n'est pas trop mal. Financier, mais ça coûte de l'argent à tout le monde, en fait. On l'a dit tout à l'heure. Là, pour l'instant, en termes de but, on n'est pas trop mal parce que nous, on accueille quasiment plus de Covid à l'hôpital. Enfin, je dis ça, mais il y en a eu quand même. Mais au moment du pic de la pandémie, là, on faisait que ça. Alors, c'était simplissime pour nous. Covid, c'est simplissime à faire. Et dans les vaccinés, vous recevez pas des vaccinés qui ont des pathologies, des effets indésirables? C'est rarissime. Ouais. Rarissime ou pas compté? Quand ils ont des effets indésirables graves, ils viennent aux urgences. Non, mais est-ce qu'ils sont cotés, vaccinés, avec comptabilisés comme quelqu'un de vacciné qui a un effet indésirable après? Ah bah oui. Parce notamment, c'est comme ça qu'on s'est aperçu qu'il y avait des... On sait que les chiffres sont faux au niveau de l'État. Pourquoi ils sont faux? Enfin, je sais pas, moi, s'il n'y a pas tout le monde. Non, forcément, ils sont pas à 100% vrais, mais ça, c'est valable pour toute la... Pour les effets secondaires, tu parles? Mais c'est comme ça qu'on s'est rendu compte ça dépend comment ils sont classifiés. Comme disait Julien tout à l'heure, c'est le médecin qui fait les remontées.
Et moi, pour avoir des échos, il y a des médecins qui disent « Oh mais non, ça c'est normal, vous savez, tous les vaccins on fait. » Oui, et on remonte pas même il y a des exemples exceptions, il y a basiques. toujours des exceptions. Non, mais c'est sûr qu'on n'est pas à 100% ça n'existe pas chez nous, le 100%. Mais c'est comme ça qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des myocardites en effet secondaire. Parce que tout d'un coup, on s'est vu pointer des gens avec des myocardites. On s'est dit, mais pourquoi il y a une myocardice celui-là? Il n'y a aucune raison. pas de myocardite. Il n'était pas C'est client marrant à parce ça, en que, fait. vous voyez. Et donc, on a regardé, puis on les hospitalise, du coup, puis on regarde, puis au bout d'un moment, on dit, le seul truc qui est généré sa myocardite, c'est un vaccin. Bon, on va le marquer quand même. Vous voyez d'où le 1, problème. 2, 3, 12, puis au bout d'un moment, on dit, non, attends, il y a quand même des effets secondaires à type de myocardite. Faut le dire quand même. Ok, très bien. Combien de vaccinés ont eu des myocardites? Combien de vaccinés n'ont pas eu de myocardite? Je sais plus combien je dis n'importe quoi comme chiffre, sur 1000 gus qui ont été vaccinés, il y en a 10 qui ont fait des myocardites. Alors on dit, ça passe ou pas? Ça passe? Ok, tout le monde est d'accord? Bon ok. Ah non, pas d'accord, 10 c'est trop. Bon, combien? 5? Bon 5 ça passerait mais pas 10. Bon d'accord, alors on dira que au-delà de 5, on interdit le vaccin. C'est ce qui s'est passé avec le fameux Moderna, quand tout d'un coup on a vu apparaître les Moderna, pas Moderna, AstraZeneca. Et tout d'un coup on dit, attendez, il y a des thromboses. Alors on a regardé, on a fouillé un peu, puis alors thrombose, ok, stop, on arrête tout là. Puis au bout d'un moment on s'est dit, mais attends, en fait il y a autant de thromboses avec d'autres trucs et puis finalement on a rectifié le tir en disant non, finalement pareil, toujours la fameuse balance bénéfice-risque, elle est tombée du côté bénéfice. Du coup on a dit ok, ça roule. Mais dans ces cas-là, on est sûr et certain qu'il y a des gens qui vont faire des effets secondaires graves, sûr. Mais on espère juste on l'a dit au début. Il y en a plus que pour une grippe classique. Je suis pas sûr. C'est ce qui est relevé pourtant. Mais vous voyez, vous dites qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des myocardites. C'est quand même grave. Et d'où le problème d'information dont je parlais tout à l'heure, qui est vraiment un problème, voire une nécessité, plus qu'un problème, une nécessité à mettre en place. C'est de savoir ce qui se passe dans les autres pays où on a le même type, donc comme là, par exemple, on parle de Pfizer, le même type de vaccin. Non, parce que moi, j'ai discuté avec plein d'autres médecins courant de ces derniers mois, et je vous parle de ça depuis quasiment mai. Ouais. Ils me disaient, mais non, on n'a pas de myocardite, mais non, on n'a pas de péricardite. Mais forcément, mais non, on n'a pas de trouble des règles. Qu'une seule. Mais non, on n'a pas de. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'une seule de myocardite. Et je lui disais, mais mince, je me fie à ma propre expérience. Je vais dire, non, il n'y a pas de myocardite, j'en ai vu qu'une seule, je suis même pas sûr que ce soit le vaccin. Mais c'est en faisant des remontées d'informations qu'au bout d'un moment, on dit, mais on a tenté de les faire remonter, mais plus d'une fois. Je vous parlais tout à l'heure du cas d'Israël, puisqu'on faisait des comparaisons avec d'autres pays. On a remonté ce qui se passait en Israël. Israël qui a commencé à vacciner un mois quasiment avant nous, et qui a eu vraiment des effets, beaucoup plus massifs dans la vaccination, très rapidement, comparé à nous qui faisions les phases 1, 2, 3, selon les cas de population. Et on a vu très rapidement ce qui se passait au type d'effets secondaires. Et quand on a signalé, quand on a commencé à faire des remontées, on s'est fait pointer du doigt avec on est complotiste, on essaye d'être alarmiste, on essaye. Et dans la réalité, aujourd'hui, vous regardez exactement les effets secondaires et les effets secondaires graves qui ressortent le plus souvent, et on a effectivement ces myocardites, ces péricardites, ces AVC, ces thromboses. Mais comme avec tous les médicaments. Oui, mais alors peut-être un petit peu plus impressionnant. Il y a beaucoup moins de péricardites et de myocardites avec les vaccins qu'avec certains anti-mitotiques qui traitent les cancers du sein, où là ça dégomme à fond, mais c'est les cancers du sein quand même. Donc, mais c'est là où on revient à quelque chose de fondamental que je vous expliquais tout à l'heure. Enfin, moi, ce qui m'alarme, c'est que vous dites ça, c'est arrivé et on le voit tout le temps dans les autres vaccins. Pas de souci. Non, pas dans tous les médicaments. Bon, dans tous les médicaments. Mais quand on a quelque chose qui n'a pas fini, qui est en phase 3, qui a une AMM conditionnelle, on se doit de faire attention et de se dire stop, on n'a pas été jusqu'au bout. Finalement, ça peut être plus grave que ce qu'on imagine. Il n'est pas sorti dans les conditions normales. Donc, on arrête. Là, c'est trop grave. Mais ouais, mais on n'a pas d'autres solutions. Vous parlez tout à l'heure de... Mais ça, 3 milliards de vaccinés dans le monde. On a d'autres solutions qui sont bien plus contraignantes. Et les Français sont pas capables, sont pas d'accord de les... Effectivement, on a le confinement. Dans votre scénario, on aurait pu dire, effectivement, on arrête le vaccin parce qu'il y a ces effets indésirables.
Je rejoins Claude. Parce qu'on parle de balance bénéfice-risque. Oui, mais la balance bénéfice, elle est toujours en faveur du bénéfice parce que, à contrario, on aurait dit effectivement le meilleur traitement, le meilleur truc, c'est confinement. Effectivement, pas de contact. Pendant 3 mois, 4 mois, même plus que quelques semaines. Il faudrait que ce soit ça a un coût énorme, ça a un impact psychologique. Ça tout à l'heure, mais il y a d'autres impacts psychologiques qu'on ne tient pas compte, dont on ne tient pas compte depuis le début. Mais tout à l'heure, il a pris l'exemple de 1000 sur 1000. C'était un exemple. Oui, bien sûr. Mais de 1000 sur 10. Et de là, vous avez déduit que la balance bénéfice-risque penchait plus pour les bénéfices. Moi, je ne me base pas sur le nombre de 10 sur 1000. Mais je me base sur la catégorie individuelle de chaque membre des 10 en me disant, mais à l'origine, tu étais complètement sain de corps, tu étais sportif. C'est ça la balance bénéfice-risque. C'est pas sur la masse. Non. Je ne pense pas qu'elle agit sur la masse. Si, la balance bénéfice-risque, quand on parle de... Mais le médicament, c'est pas un aérosol pour tout le monde. Le médicament, on se l'injecte. C'est sur la population, mais c'est sur la population. C'est un outil statistique, la balance bénéfice-risque. Mais c'est là où il y a un gros problème, en fait. Parce que les gens sont à même, dans leur liberté fondamentale, de décider de quel traitement. Et l'altruisme, vous savez, charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est de savoir justement comment se traiter soi-même. Or, pour moi, la balance bénéfice-risque, avant que je m'injecte quoi que ce soit, doit me dire si moi, finalement, je suis plus à risque en prenant ce médicament ou plus en bénéfice. Et là, c'est pas ce qui s'est posé. Donc, on ne pose pas une question sur la balance bénéfice-risque sur une masse, mais bien sur l'individu propre par rapport à ce qu'il risquait avant de s'injecter. Pour moi, ça, c'est primordial. Et je pense, pour avoir discuté avec d'autres docteurs, je pense que c'est une notion vraiment du médecin type qui est et qui n'est pas scientifique. D'où la différence avec la médecine et la science. La science fait avec Vanessa, mais il reste avec beaucoup de la de temps. technique, pardon. Avec la technique dont on parlait tout à l'heure. Ouais. C'est des algorithmes qui font les recherches. Allez, on se retrouve dans quelques secondes. Pour réécouter toutes nos émissions, on vous donne rendez-vous sur notre site internet fautquonenparle.fr et sur toutes les plateformes de podcast. Et pour terminer justement ce pass sanitaire, on reçoit Guillaume, donc lui qui est barman dans un hôtel à Cannes. Et toi, t'as été pas dans un hôtel, sur une plage. Sur une plage, ouais, ok. Sur une plage à l'année. Et ça se passe à Cannes, ouais. Et donc surtout, t'as été suspendu. Voilà, donc là, on est dans la partie pass sanitaire et après, on va passer dans l'obligation vaccinale pour donner la parole à Valérie là-bas. Ouais, donc du coup suspendu pour défaut de présentation d'un pass sanitaire valable, donc du coup avec QR code. Et aujourd'hui, je me retrouve comme en 2020, confiné, mais cette fois-ci en bonne santé, sans rémunération, sans aide, sans droit. Depuis quand ? 15 septembre ou 15 octobre ? Depuis le 1er octobre. 1er octobre, d'accord. Ah oui, parce que du 15 septembre à fin septembre, ça s'est passé comment ? Tu as fait des tests pour avoir ton pass ? Alors non, j'en ai fait au tout début. J'en ai fait juste avant le 1er septembre. Pour avoir un pass sanitaire pour le 1er septembre. En fait, tu peux retravailler en présentant un pass aujourd'hui. Voilà, exactement. Ouais. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, ce pass, dans mon cas, il peut être délivré que de 3 façons. Ou un schéma de vaccination complet. Oui. Or, aujourd'hui, avec tout ce qu'on a dit, moi, j'ai pas envie de prendre de risques et on connaît pas encore les effets à long terme de ce vaccin, donc j'ai pas envie de prendre de risques. Ou la deuxième solution, c'est de me faire tester avec toutes les 72 heures. PCR ou antigénique. Là, j'ai eu une mauvaise expérience. Début septembre, après manipulation, pendant quelques semaines, j'ai eu comme un blocage au niveau du haut de la narine. J'en ai parlé avec un collègue qui a eu les mêmes symptômes, et bon, j'ai eu un truc pas très beau qui est sorti en forçant bien sur mon expiration. Donc maintenant, j'ai des doutes. Je suis plus vraiment libre et éclairé. Dans l'esprit, je peux me faire des tests, puis faire des tests qui maintenant deviennent payants forcément, puisque pas vaccinés. Encore moins. Mais la question que je me pose sur l'outil, c'est pourquoi une maladie que je propage à 1 mètre autour de moi, pourquoi est-ce qu'il me faut un outil qui rentre à 5 cm à l'intérieur de mon nez pour aller le choper ? Parce qu'il est là, le virus, il est présent. Mais pourquoi il est là ? Mais pourtant, là, si on parle... Il faut l'avoir en quantité suffisante, c'est ça, pour le tester. On n'a aucune technologie pour détecter ça. Je veux dire, on fait des vaccins en un temps record aujourd'hui, et on n'est pas capable de faire un test qui est capable de détecter ce Covid sur un mouchoir ou sur comme un éthylotest de Covid, etc. Quoi. Il faut exactement, c'est une notion de quantité, de charge virale. Et effectivement, pour être sûr de louper le moins possible de choses, on va le chercher là où il est le plus présent, c'est en nasopharynx. Les prélèvements nasopharyngés, il y a vraiment très peu de réactions à ces prélèvements. Ouais. Pour en avoir fait pas mal l'expérience, moi j'ai eu 0 souci sur 1 an et quelques. Après, c'est un prélèvement qui est
qui est pas compliqué à faire. Donc, après, il faut... Il n'est pas effectivement- compliqué, parce que le temps passe vite. Pourtant, quand les personnes ne savent pas le faire, ça fait énormément de mal. Le Oui, temps passe très vite, exactement. justement. Ça fait parce que énormément de on mal. a encore justement Valérie Oui. après qui va nous expliquer pour l'obligation vaccinale parce qu'elle n'est pas dans le même cas que toi. Justement, qu'est-ce que tu comptes faire toi pour continuer à travailler? Ah Ou est-ce que tu vas retravailler la seule solution logique qui me reste à avoir, c'est de tomber malade et de choper le Covid. Alors, je suis en bonne santé et je trouve ça un peu bizarre. D'accord. Non, ça, il faut pas. Donc en Ça fait, l'idée, c'est faux. Reste tiens, ça, si tu reste veux, ça. pour Robotis, C'est- tiens, j'aimerais bien le choper en fait. Bah, presque, quoi. Ah mais ouais, bon, on en est je carrément trouve- là. Bah Ah ouais, ouais, mais il y a X personnes mais qui ça ont prouve pas été, l'illogisme de l'application d'une telle loi, quoi, et enfin, de toutes les aberrations telle qu'elle entraîne. Et c'est pas un discours isolé. Hein. Ah non, À l'heure actuelle, je veux dire, à l'heure à actuelle, Il y en a beaucoup. Voilà, il y a bon nombre de Nous, on a eu personnes beaucoup qui de disent. Ah oui, Voilà. vous n'êtes pas dans Ouais, l'esprit, qui ont je vais été- changer de boulot. Ouais. Et notamment On des a eu des- lycéens. Ben non, mais Alors, le non, mais on a problème eu des sera le même. auditeurs, on a eu des auditeurs qui travaillent dans le milieu de la santé, qui ont arrêté de bosser là-dedans, qui ont dit c'est terminé, je bosserai pas là-dedans, je change de boulot. Ah non, complètement. non, moi j'ai envie Donc de là, continuer pas mon l'idée de- travail et D'accord. j'ai envie de continuer à l'exercer Oui. comme je l'ai toujours exercé. Et quelle démarche tu vas effectuer Aujourd'hui, je du suis coup pas en démarche avec les plus fragiles. Je côtoie des gens qui boivent du vin, qui sont à l'air libre en face de la mer. Il y a, Ça me des, par- il y a ça- des démarches que tu comptes entamer, on va dire, Ah bah- ou juste attendre de choper le Covid. Parce que bon, en ce Bah- moment, le Covid c'est quand même nettement calmé, tant mieux. Ouais, d'ailleurs. voilà. Mais Donc c'est du plus coup, dur de l'attraper. il me reste plus qu'une démarche en justice a priori pour pouvoir. Pour pouvoir espérer retravailler. Et ouais. En fait, Pouvoir D'où le regagner mon besoin droit de du travail. bac. Ou attendre que le... Alors voilà, C'est bien justement, ce que tu as dit parce que c'est justement la différence ça baisse. entre Valérie et Pourquoi on Guillaume. met le pass? Justement, c'est la différence entre Valérie et Guillaume. C'est pour ça que Guillaume, on t'a mis en fin de partie de passe sanitaire. Parce que toi, effectivement, si demain le pass est levé, tu peux rebosser. Bah ouais, direct. ça. Ouais. Voilà. Et là, justement, on va attaquer notre troisième et dernière partie sur l'obligation vaccinale. Et là, c'est pas du tout la même chose. On se retrouve dans quelques secondes. Faut qu'on en parle, c'est votre émission radio. Mais pas que. Retrouvez tous les jours toutes nos actualités sur notre site internet www.fautquonenparle.fr. Ne loupez aucune info grâce à nos journalistes hors pair. www.fautquonenparle.fr, c'est votre site sur l'actu. Faut qu'on en parle, dernière partie. Parler du pass sanitaire sans parler de l'obligation vaccinale, ça aurait pas été complet dans une émission très dense. Il nous reste plus beaucoup de temps. Vous avez donc beaucoup réagi sur les réseaux sur ce sujet. Faut qu'on en parle, les chiffres. L'obligation vaccinale a été mise en place pour le personnel soignant depuis le 15 septembre. Combien y a-t-il de soignants qui ont arrêté de travailler, Luc? Alors, selon nos confrères du Parisien, 1400 personnels soignants non vaccinés contre le Covid ont été suspendus en Ile-de-France, on précise. Le 16 septembre, Olivier Véran avait annoncé que 3000 personnes avaient été suspendues en France pour non-vaccination sur les 2,7 millions concernés par cette obligation. Y avait-il des vaccins obligatoires avant celui du Covid pour le personnel soignant? Les vaccinations obligatoires sont celles protégeant contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, l'hépatite B et la tuberculose notamment, grâce à l'obligation des vaccinations des personnels de santé. Les cas d'hépatite B d'origine professionnelle, qui étaient extrêmement fréquents dans les années 70, sont devenus donc très rares. Faut qu'on en parle, les réactions des auditeurs. On va vous citer 2 réactions d'auditeurs. Julien, du côté du bassin d'Arcachon, nous écoute là-bas aussi. Je suis du personnel soignant et j'ai fait partie des premiers vaccinés en France. On est obligé de passer par là pour s'en sortir. Mélanie de Marseille, écœurée par la situation. Ça fait 2 ans que je côtoie le Covid de près, du fait de mon métier. Personne ne s'intéresse à notre santé et au bout de 2 ans, on m'oblige à me faire vacciner. C'est un scandale. Alors justement, on a parlé un peu loi, tout ça. Qu'est-ce que c'est que l'obligation vaccinale du coup ? Claude, par exemple, avant de laisser la Chacun parole sa après à position. Valérie. Moi, je sais pas. Qui veut répondre, Valérie ? Non, mais l'obligation vaccinale, elle est mise c'est dans la loi. simplement que il y a certaines catégories de métiers dans lesquels le législateur dit pour faire ce métier, il faut avoir le vaccin. C'est ça l'obligation vaccinale. Après, c'est le législateur qui décide de quel métier, quelle branche de professionnel doit. Et là, être ils ont choisi vacciné. effectivement, entre autres, le milieu de la santé. Et donc là, il a choisi la santé. Et là, Et les pompiers. Comme on le disait dans le sommaire de l'émission, ceux qui ont lutté pendant de longs mois avec peu de moyens ne peuvent plus travailler aujourd'hui sans être vaccinés. Qu'en pensez-vous, vous, en tant que personnel soignant, Claude, Julien, d'abord? Alors, Surtout lutter Claude. avec peu de moyens, je pense qu'il faut aller voir un peu en Afrique quels moyens ils ont. il y avait Mais des moyens quand pourquoi- même dans les hôpitaux. oui. Non, mais c'est ce qu'on a entendu, qu'il n'y avait pas de moyens pendant un an et demi C'est pour marrant, lutter. c'est marrant de parler Oui. des autres pays. Là, on est en France, effectivement, on avait par enfin, exemple on a- X masques, on les a pas eu. On a eu les du blues, mal à avoir Et les blues, EPI. on en parle des blues. Les EPI, tout à fait. Au début, ouais. tout à Je parle fait. de l'hôpital Les dans lequel je infirmières en sac travaille. poubelle À aussi, aucun ouais. moment, je me suis dit, merde, il faut que je me fasse mon masque parce que j'avais pas de masque. À aucun moment, je me suis dit, il faut que je m'amène une blouse perso parce que j'ai pas de blouse à l'hosto.
Pourtant, à un moment donné, il fallait garder le masque pendant 8 heures. Le même masque pendant 8 heures. C'est ce qu'on fait, ouais. On le fait toujours. Hein. Et pourtant, un masque, c'est 4 heures. 3-4 heures, ça dépend duquel. Ouais, mais c'est 4 heures. Ce qui est encore plus alarmant de toute façon, si on part du principe, sans parler de matériel, on a laissé travailler le personnel hospitalier avec le Covid parce qu'il n'y avait pas le choix. Et aujourd'hui, on leur dit non. Tu vas travailler et si tu veux continuer, tu te fais vacciner. Alors, et ils étaient symptomatiques. Est-ce qu'il y avait des soignants récalcitrants à venir travailler en période Covid ? Ou ils sont tous venus sans vraiment se poser de questions? Après, moi, je travaille dans un service d'urgence, donc du coup, on est quand même une catégorie de personnel qui est relativement... Non, mais il y a eu très peu de personnel non pas impliqué, qui venaient mais pas travailler. relativement facile à convaincre qu'il faut y aller. Et... Mais enfin, alors il y a probablement eu des services où les gens ont été récalcitrants. Dans notre cas, il y a peut-être eu 1 ou 2 cas, mais c'était vraiment marginal. Ouais, sur les laboratoires, c'était pareil. Enfin, on a eu des salariés qui étaient peut-être plus fragiles et donc on a pu isoler justement au tout début quand on avait beaucoup d'incertitudes. Mais globalement, tout le monde quand même participait à oui, mais après, il y a eu un sacré harcèlement quand même. Alors justement, Valérie, la différence avec Guillaume. J'aime pas le bon mot. Alors justement, la différence avec Guillaume, Valérie, c'est que Guillaume, lui, il n'y a plus de passe, il va pouvoir rebosser. Là, on est dans l'obligation vaccinale, donc c'est dans la loi. Tant que personne ne défait la loi, tant que Valérie n'est pas vaccinée, Valérie ne pourra jamais revenir travailler. Clairement, à l'hôpital de La Ciotat. Et donc d'ailleurs, Valérie, on précise, est juste agent administratif. Oui, pas dans le médical. Je n'ai pas de contact avec les gens, hormis derrière un plexiglas. Donc là, c'est quand même totalement différent du cas de Guillaume. Guillaume, on peut se dire, soit il nous a dit tout à l'heure, j'attends de choper le Covid, soit peut-être que le 28 février, il sera débarrassé du pass et il pourra retourner tranquillement. Bon, il n'aura pas de salaire entre deux. Hein. Mais alors que là, Valérie, c'est quand même pas la même chose. Ah non, c'est une suspension. Suspension à vitam aeternam. Voilà. Tant qu'il n'y a pas de vaccin qui est amené... Alors que la loi dans la fonction publique dit qu'une suspension, c'est en attendant un conseil disciplinaire. Tout à l'heure, vous parliez d'harcèlement. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, du coup, sur ce mot-là ? Ah oui, parce qu'à partir de fin juillet, on a commencé à entendre parler de la vaccination, donc qui n'était toujours pas obligatoire. Arrivé au 5 août, alors là, ça a commencé à être des notes de service. Et pas que chez nous, hein, faut pas croire. Non, de partout, énormément d'hôpitaux. Hein. Peut-être pas à Saint-Thomas. Ou aux urgences, en tout cas. Non, mais libéraux, hôpital et libéraux. Voilà. Hein. Presque toutes les semaines, on avait la note de service qui nous répétait ce qu'on devait faire. Les mails. Les mails. Les cadres ont quand même eu, et je sais que ça n'est pas que dans nos hôpitaux, enfin c'est dans beaucoup d'hôpitaux, les cadres ont eu la liste nominative des personnels qui n'étaient pas vaccinés. C'est du secret médical, ça. Le directeur ne devait avoir comme réponse de la part du médecin du travail si oui ou non la personne était apte à travailler selon la vaccination ou pas. Guillaume, toi pour le pass, est-ce que ça a été pareil ? Tu as reçu plein de mails qui Oui, bien disaient, sûr. Mon employeur m'a informé dans les règles mi-juillet, août, des conséquences pour ceux qui refusaient de se plier à cette loi, bien sûr. Et depuis là que tu es suspendu, tu as encore contact avec eux ? Non, plus vraiment. Valérie, pareil, des contacts avec son employeur ? Plus du tout ? Il ne m'appelle plus. Contact rompu. Ça divise bien la société, disons. C'est ce qu'on a dit en intro et c'est ce qu'on a... Oui, complètement. Tu lui as envoyé un courrier dernièrement ou à Cancer ? En fait, la dernière communication, c'est de toi à lui ou de lui à toi ? C'est de toi à lui ? Mais en fait, je ne l'ai même pas vu puisque c'est passé par le RH. D'accord. C'est même pas passé par le DRH. Le DRH était en congé. D'accord. Mais, ok, et donc concrètement, qu'est-ce que Valérie compte faire pour récupérer son salaire ? Parce que Valérie compte aller en justice, bien entendu. C'est le b.a.-ba. Et que ce soit Valérie ou Guillaume, comment vous allez vivre ? Parce que sans salaire, la justice, on sait le temps que ça peut prendre. Oui, mais Guillaume, on a l'espoir peut-être que ce passe soit enlevé. Oui, mais même s'il est enlevé en février... À vrai dire, bien sûr, en attendant, oui. J'avais espéré le 15 novembre, mais maintenant que vous me dites février, c'est évident, il va falloir que je retrouve un emploi à côté en parallèle. Voilà. Mais c'est pas encore fini de revoter, les histoires. Donc, ça va revenir à l'Assemblée, machin. Voilà,
Pour l'instant, c'est pas. J'ai toujours l'option d'appeler mon directeur et de me faire inviter à manger chez lui. Déjà, j'aurais de quoi me nourrir. Mais ça peut détendre l'atmosphère aussi. L'attente dans le jardin. Ah oui. Voilà. Comme quoi les clans sont pas si clivés que ça finalement. Le mot harcèlement est fondamental. Mais c'est un vrai terme juridique. Oui, parce qu'il y a eu de la. J'allais dire, le harcèlement moral. Énorme. Oui. Voilà, le harcèlement moral, il se définit par 2 choses. C'est le caractère contraignant et répétitif. C'est ça. Et là, on est vraiment dans ce cadre-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on harcèle. Ah oui. Voilà, les gens jusqu'à ce qu'ils cèdent. Et quand ils cèdent ou pas, on rompt finalement comment dire, la communication. La communication. Donc c'est vraiment le coup près qui tombe, quoi. Et ça devient donc du harcèlement, et c'est une atteinte au droit, à la dignité, à la santé physique, mentale, C'est du chantage. à l'avenir. Mais en C'est fait, du chantage. Voilà, on touche c'est votre du salaire harcèlement. pour vous obliger à faire ce que vous Alors, voulez pas. le chantage est plus assimilable à l'extorsion. Et c'est un autre problème. Grand débat. Autre problème. Par Mais autre chose. le harcèlement, oui, c'en est un. Et l'article 222-33-2 du Code pénal punit le harcèlement de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros de En fait, vous voulez dire qu'il ne devrait pas y avoir harcèlement, il devrait Vraiment. juste vous êtes vacciné, pas vacciné, vous n'êtes pas vacciné, on vous suspend, point. Voilà, mais sans débat. C'est ça. Là, il y a eu débat, il y a des débats. Là, ce que vous dites depuis tout à l'heure, vous avez eu des informations certes répétitives, mais voilà, et elle est où la différence entre le harcèlement et l'information qui est légale? Alors, qu'est-ce qu'il y a eu Julien, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Quelle est juste la différence entre l'information de l'employeur sur ses salariés? Je vous informe que, alors à telle date, au 15 septembre, il va falloir avoir ces conditions. Souvenez-vous, voilà, nous, ça a été nécessaire de faire ces informations très régulièrement. On a fait des formations aux salariés, justement, de scientifiques pour qu'ils comprennent le vaccin et qu'ils adhèrent à ça. Mais voilà, c'est de l'information. C'est en aucun cas du harcèlement pour dire vaccinez-vous. Après, on a eu des cas à la fin et on se pose à la fin. Pour avoir vu les courriers, parce que là, ça concerne Valérie. Moi, j'ai vu le courrier de plusieurs soignants et même plusieurs libéraux, j'en parlais tout à l'heure, parce que eux aussi ont eu vraiment beaucoup de documentation de l'ARS. Oui, si, ça c'est considéré comme du harcèlement moral. Parce que et même l'être humain, maladie, Vanessa peut me le confirmer, ça sera pas difficile. La différence, c'est la menace. L'être humain et même en maladie n'est pas débile. Quand il lit un document, il est capable de l'assimiler, voire de poser des questions. À la limite, vous en recevez un deuxième comme un premier mail, une note de service. Ça reste c'est des relances, c'est un classique. Mais là, c'est vraiment quelque chose qui est régulier, qui est récurrent, qui est dans la même forme, voire même la forme est accentuée dans le ton. C'est-à-dire qu'on devient de plus en plus oppressant. Moi, les courriers, je les ai vus, je peux vous dire qu'ils sont abominables dans les termes. Est-ce que c'est pas parce qu'on le ressent aussi comme ça? Parce que là, on vous explique que vous n'allez plus avoir d'argent. Justement, je suis une personne extérieure et quand j'ai lu, je l'ai lu d'ailleurs à 2-3 reprises. Chacun, parce que chacun a pas tout à fait la même chose. Je les ai lus à 2-3 reprises en me disant reprends du recul parce que toi t'es trop dedans et que du coup tu risques d'interpréter. Mais non, on le voit bien, les mots sont pas choisis au hasard. Et puis c'est surtout la qualification d'harcèlement aussi, il vient d'un autre fait auquel on ne pense pas. C'est qu'au moment où on a commencé à vous harceler pour vous faire vacciner, la vaccination obligatoire ne l'était pas juridiquement. Et ça, c'est très grave. Donc oui, ça il faut bien informer en amont avant que la deadline pas arrive. Dans les messages. Les messages qui étaient diffusés, c'était au 15 septembre, vous devez avoir votre première injection. Je pense pas que ce soit général sur tout le monde. Non, mais sur nos exemples, enfin voilà, après là on parle d'un cas de suspension. Ah non, mais on n'en a pas que de. Alors je vais vous dire, je me permets, il y a une grande différence. Nous, ça nous concerne 6 personnes sur 680. Juste 2 c'est quand même. Moi, je m'occupe à la base des Alpes-Maritimes. Mais faute de carence en collectif au niveau de Réaction 19, je m'occupe d'une partie des Bouches-du-Rhône, des Hautes-Alpes, des Alpes de Haute-Provence. Et j'ai mis mon temps, je peux vous dire que je l'ai mis mon temps, au profit justement du service hospitalier et des libéraux pour pouvoir les aider juridiquement. Je peux vous dire sincèrement que non, les termes étaient tels, c'est vous devez être vacciné au 15 septembre, première dose, au 15 octobre, deuxième dose. Et si vous ne l'êtes pas, alors vous serez suspendu avec le traitement et ainsi de suite. Alors vous serez suspendu. Voilà. Et pour les libéraux, il y a quand même marqué que l'ordre duquel on dépend va être informé de ce refus et qu'en plus, il y a une radiation et qu'en plus le procureur peut être saisi quand même. Alors là, on est dans l'ordre de la menace et non dans l'objectivité. Vous voyez qu'avant l'émission, avant le direct, je vous avais dit que 2 heures, ça allait passer très très vite. On arrive au terme de cette émission, de ce débat ultra chaud et ultra passionnant. Courtois, clairement.
Voilà. On va refaire un petit tour de table pour se dire au revoir. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Nous recevions donc le docteur Claude Duranceau, qui est praticien hospitalier au sein du pôle urgence de l'hôpital Sainte-Mus à Toulon. Merci Claude. On avait Guillaume, salarié à l'année dans un bar de plage à Cannes. Merci. De rien. Vanessa Feuillassier, qui est responsable de l'association Réaction 19 des Alpes-Maritimes. Merci Vanessa. Bonne soirée à tous et merci de nous avoir suivis. Vanessa Martinet, psychologue clinicienne à Mandelieu. Merci. Oui, merci à vous. Nous avions Julien Dupouet, qui est biologiste et associé chez Labo Sud Provence à Marseille. Merci à tout le monde. Et Valérie Bernard, agent administratif au CH de La Ciotat. Merci. Merci à vous et au revoir à tous. Et nous, on se dit à très bientôt, au mois prochain, pour une nouvelle enquête. Mais on se retrouve tous les jours sur le site internet, le www.fautquonenparle.fr, pour suivre toutes les actus qu'on vous met tous les jours avec le cœur. Avec le cœur, exactement. Donc vous pouvez tout suivre, tout savoir sur les actualités. N'hésitez pas à faire un tour sur notre site internet. On vous le redit, www.fautquonenparle.fr. Merci à toutes et à tous. Merci. À très bientôt. À bientôt. Bye.